Bonjour à tous et bienvenue à Arnaud Philippe pour cette présentation de son ouvrage La fabrique des jugements à la découverte. Alors j'ai une petite question en introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la criminologie et à l'aborder d'un point de vue économiste? Bonjour à tous. En fait, bah, c'est pas hyper original, hein, surtout si certains d'entre vous sont plus jeunes que moi, mais bah, j'ai fait des études de biologie. J'ai fait une classe prépa en bio et je suis rentré à l'ENS en biologie. Comme vous le savez peut-être, l'ENS est une école dans laquelle on est payé, donc je n'avais pas de problème de subsistance alors que j'étais étudiant. Et j'avais envie de donner des cours à l'époque, et c'est comme ça que j'ai commencé à donner des cours au GENEPI, que peut-être, enfin, j'imagine que vous connaissez tous à peu près, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était une association qui a disparu il y a 2 ans, je crois, qui s'est dissoute, mais qui, au fait de sa gloire, au temps de sa splendeur, était une association qui rassemblait 1000-1300 étudiants qui faisaient essentiellement donner des cours en prison et organiser des actions de sensibilisation et d'information sur les conditions, enfin sur les problématiques carcérales d'une manière générale, dans les facs essentiellement et un peu au-delà. Le truc le plus intéressant qu'on ait fait au-delà a été de faire un questionnaire sur la représentation des Français de la prison, etc. Et donc voilà, donc j'ai commencé à m'investir dans l'association à ce moment-là. Je m'y suis pas mal investi au point de devenir président de l'association en 2008-2009, je crois. Ce qui à l'époque était un boulot à temps plein et ce qui était une expérience assez intéressante. Enfin, j'étais étudiant relativement jeune à l'époque, en tout cas, j'ai l'impression que ça me fait maintenant. Et je me retrouvais à devoir discuter avec le DAP ou avec le DAP adjoint, à gérer une association avec un budget conséquent, pas mal d'étudiants, etc. Et voilà, je suis un peu resté là-dedans. Enfin, alors j'étais bien aidé en cela par le fait que j'ai fait un stage de 6 mois à Louvain sur la spermathèque des guêpes, qui est l'organe que les reines utilisent pour stocker le sperme après le vol nuptial et avant la nouvelle saison. Sauf qu'en arrivant en février à Louvain, bon, bah, y a pas de guêpes et que globalement le processus consiste à les attraper avec un filet à papillon et les disséquer disséquer sous une loupe binoculaire. Ce qui est un peu pénible au quotidien. Enfin, dans la pratique, l'objectif final de la recherche était assez intéressant. Je continue de penser que la théorie de l'évolution est probablement une des plus belles constructions intellectuelles humaines, mais la pratique de la recherche m'a fait me dire que c'était peut-être pas ça que je voulais faire de mon existence. Et donc du coup, c'est conjugué cette idée d'aller vers des problématiques plus sociales et l'intérêt pour l'objet qui était la prison à ce moment-là. Je l'ai fait en venant de biologie, donc en ayant quand même un parcours qui était assez formel, avec beaucoup de maths, avec beaucoup de etc. Donc je me suis dit qu'aller vers l'éco était plus naturel que d'aller vers la socio ou l'anthropo, parce que j'allais plus savoir les codes et moins souffrir de mon complet manque de culture classique en histoire des idées, etc. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser vers 2008-2009. Et du coup, après, j'ai fait un tout petit peu d'économie de développement, mais après j'ai commencé une thèse, et pendant ma thèse, je voulais clairement travailler sur des questions de criminalité, de justice, de prison, etc. Sans que ce soit forcément hyper clair, parce qu'on rédige toujours des trucs très précis dans un projet de thèse, et on ne les fait absolument jamais. Et en fait, au bout de quelques mois, j'ai bénéficié d'une convention d'accueil dans un service qui s'appelle le service statistique du ministère de la Justice, la sous-direction de la statistique et des études, l'administration centrale, qui est le service qui gère le casier judiciaire national. Enfin, théoriquement, c'est le service qui gère toutes les stades du ministère de la Justice, donc vous le savez peut-être, mais il y a des enclaves de l'INSEE dans les différents ministères. Enfin, c'est un truc dont je parle très brièvement à un moment du bouquin pour la police, mais typiquement, les stades de la police ont été extrêmement manipulés, notamment entre 2002 et 2012. Et au moment de l'alternance en 2012, une des premières choses qu'a faites, des rares choses bien, qu'a fait Manuel Valls en arrivant au ministère de l'Intérieur a été de de demander une inspection de l'inspection générale des services sur les pratiques policières en matière de traitement des statistiques, et de créer un SSM police, qui était un service chargé, sous tutelle de l'INSEE et chargé de gérer les stats de la police, afin d'essayer d'avoir des choses qui étaient un petit peu plus fiables que ce qu'on avait à l'époque.
au ministère de la Justice, ça existe depuis assez longtemps, et la principale base qu'ils avaient pendant longtemps était le casier judiciaire, et donc qui était juste constitué en base statistique, donc une extraction tous les X jours. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à avoir accès à l'intégralité des jugements depuis la fin des années 90 à peu près, donc depuis 98 jusqu'au moment où j'ai commencé à être... il y a un petit temps de traitement, et donc du coup j'ai quitté l'administration vers 2016-2017, et donc j'ai eu de 98 à 2014, quoi, à peu près, 2015. Ok. Voilà. Pour rentrer dans le vif du sujet, alors c'est un ouvrage qui est très, très riche. Il y a deux parties. Il me semble qu'il y a une première partie qui est une analyse un peu à froid, je dirais, de l'état des connaissances, d'un point de vue de l'économie, mais sur les peines prononcées. Il y a une analyse un peu à froid. Et il y a une analyse plus subjective, vraiment dans les déterminants des décisions du point de vue des magistrats. Alors, donc il a fallu évidemment faire des choix. Je pensais récemment à la proposition qui est apparue, je ne sais plus comment ça a été lancé, mais ça a été lancé, l'idée de transformer certaines infractions non intentionnelles pour en faire des infractions intentionnelles, donc aggraver les peines qui étaient associées. Donc voilà, ça me donne envie d'aborder cette première partie de votre ouvrage sur le rapport entre les peines encourues et les peines prononcées, qui est très intéressant. Oui, alors effectivement, la façon... peut-être avant de répondre à cette question, je voulais juste faire un tout petit point. Je peux bouger les slides là comme je veux? C'est moi qui ai le contrôle, ou Ok. Ah oui, avec... ok. Du coup, d'accord. Bon, ça c'est le bouquin, on s'en fiche. Mais... Du coup, je voulais juste faire un micro-point méthodo, juste pour vous dire un peu comment j'aborde, comment je traite les questions. Ça, j'imagine que vous le savez tous ici. Mais globalement, donc, ce que j'évoquais, ce à quoi j'ai accès, c'est le casier judiciaire. Donc j'ai toutes les condas, à peu près 600 000 par an. Enfin, 600 000 à partir de la période après PERBEN 2, donc à partir du moment où notamment la conduite sans permis et le défaut d'assurance deviennent des délits. On n'a pas accès, il y a les contraventions de 5e classe, mais je les ai jamais utilisées, donc je me concentre uniquement sur délits et crimes. J'ai du coup la catégorie pénale, donc je sais très précisément ce que les gens ont fait. J'ai en atteint donc une ventilation en 2000 postes à peu près, établie par la direction des affaires criminelles et des grâces. Et j'ai évidemment la condamnation. Je ne sais pas grand-chose des gens, exception faite de leur âge, leur genre et leur nationalité. Je ne sais évidemment pas leur origine ethnique, puisque c'est interdit en France, mais je sais surtout rien de leur situation professionnelle, familiale, leur niveau d'études, etc., etc. Donc ça, c'est le matériau que j'ai utilisé, juste pour illustrer un peu la façon dont j'ai structuré le bouquin. Donc il y a effectivement deux parties. Ça doit être la seule table du bouquin, et il y en a peut-être deux, je crois. Mais l'idée de cette table, c'était juste de dire, ok, si on fait le truc le plus frustre qui soit, et qu'on dit, ok, j'ai des peines que j'observe, donc j'en ai 600 000 par an, ça c'est pour 2013. J'en ai donc 613 637. Ici, il n'y a que les délits, j'ai viré les crimes. Et on cherche à prédire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout causal. Ici, on ne cherche pas à mettre en évidence des liens causaux ici. On cherche juste à dire, j'ai un ensemble de données et j'essaye de prédire au mieux à partir de ces données, si on me retirait la variable combien le type a pris, est-ce que j'arriverais à le reconstruire à partir des informations dont je dispose. Et donc là, c'est ce que j'ai fait ici de manière itérative de gauche à droite, en rajoutant, donc en commençant par mettre les infractions. Donc là, j'ai juste mis une croix parce qu'en fait, ça représente 2000 variables. Donc c'est a été condamné pour violence volontaire en réunion ayant entraîné une interruption temporaire de travail de plus de 8 jours, etc., etc. Mais en gros, je prends en compte ici, dans la première colonne, juste les infractions. Dans la deuxième, je commence à rajouter un petit peu de parcours au sein de la justice. Est-ce que c'est une comparution immédiate? Est-ce qu'il a fait de la détention provisoire? Ou est-ce qu'il a été jugé? Est-ce que c'est un jugement par contumace, etc., etc. Dans la troisième partie, je rajoute le lieu où il a été jugé. Dans la dernière, je rajoute un certain nombre de variables sociodémographiques. Les coefficients, les trucs avec les étoiles, les chiffres avec des étoiles n'ont pas d'intérêt ici. La seule chose qui m'intéressait ici, c'était la ligne qui est en jaune. Qu'est-ce qu'on appelle en stats le R-square? Le R-square, c'est la part de la variabilité qu'on arrive à expliquer. Et donc ça revient à dire, même quand je mets absolument tout ce que je peux dans ma machine, j'arrive à expliquer 50% de la variabilité des peines.
Ce qui est beaucoup hein, pour un stateux, mais ce qui veut quand même dire qu'il y a une grosse partie des écarts entre les jugements que je n'arrive pas à expliquer, que je n'arrive pas à prédire avec mes variables. C'est-à-dire que si je compare deux individus qui ont le même nombre de faits poursuivis, qui ont la même nature d'infraction principale, qui ont été condamnés au même endroit, suivi la même procédure, qui ont le même âge, le même sexe, etc., il reste une variabilité conséquente que je ne sais pas expliquer a priori comme ça, juste avec les variables que j'observe. Et du coup, c'est comme ça que j'ai un peu essayé de structurer ce bouquin. L'idée était de dire, il y a un ensemble de paramètres qui sont a priori déterministes et que je vais essayer d'expliquer. C'est la structure du code pénal, c'est la chaîne pénale dans son ensemble, le fait qu'un jugement, il est au milieu entre du comportement policier, du comportement du parquet, et avant des comportements d'aménagement, enfin des décisions en termes d'aménagement des peines et en termes de mise à exécution. Et donc tout ça, ce sont des contraintes institutionnelles, légitimes, considérées comme légitimes par le code pénal. Et ensuite, une deuxième partie où on va plus s'intéresser à tout ce qui peut venir biaiser ou affecter cette mécanique-là. La façon dont je l'aborde, et c'était en fait ça dont je voulais parler, même si je vais parler avant d'un autre truc. Donc je suis un économiste, comme ça a été évoqué. Je ne veux pas rentrer dans un grand débat sur ce que sont les économistes par rapport au reste des sciences sociales. Mais à mon sens, la principale distinction entre les économistes et les autres sciences sociales est une distinction d'ordre méthodologique et pas une distinction en termes d'objets. Les économistes, comme les sociologues, comme les anthropologues, comme les historiens, s'intéressent à toute la sphère sociale, donc s'intéressent aux échanges marchands, ce qui a été traditionnellement considéré comme un truc d'économiste, mais pas que, en fait, tout le monde s'y intéresse, mais s'intéressent aussi à l'éducation, à la santé, à la délinquance, à la vie des foyers, etc. Méthodologiquement, comment est-ce qu'on fait les économistes, soit on fait on met le monde en équation et on est un théoricien, ce qui n'est pas mon cas, soit on est un économiste appliqué, ce qui ne veut pas dire qu'on s'applique, mais ça j'espère que tout le monde le fait, mais ce qui veut dire qu'on a accès à des bases de données, qu'on utilise des comportements réels. Et en fait là on a une méthode, et c'est pour ça aussi que je m'y sentais bien, on a une méthode qui est très hypothético-déductive. Donc on commence par poser des hypothèses et on essaye de trouver une expérience qui va nous permettre de dire oui, non, et si oui, de combien. Il y a deux types d'expériences. Il y a ce qu'on appelle les expériences naturelles, les expériences contrôlées, pardon. Les expériences contrôlées, si vous connaissez Esther Duflo, ou si vous avez entendu parler d'Esther Duflo, c'est ce qu'elle fait. Donc Esther Duflo, c'est notre dernier prix Nobel d'économie française, même si elle enseigne au MIT. Et c'est vraiment de l'évaluation de vaccins, quoi. Enfin, on prend un ensemble de gens, on tire au sort une moitié pour faire un truc, et on tire au sort l'autre moitié, on lui fait rien, et on regarde X temps après ce qui s'est passé. Comme vous pouvez vous en douter, dans le contexte juridique, c'est assez compliqué à faire. D'une manière générale, les expériences contrôlées posent des problèmes d'une part de coût. C'est toujours des expériences qui sont très très coûteuses parce qu'on a des humains, qu'il faut les indemniser, etc., etc. Et ça pose aussi tout un tas de problèmes éthiques. Si on veut savoir quel est l'effet de la prison sur ceux qui y passent, on ne peut pas tirer au sort des gens pour les envoyer en prison et d'autres pour ne pas le faire. Enfin, on peut plus, en tout cas, ça a été fait à une époque. Il y a une expérience des années 70 aux États-Unis là-dessus. Mais maintenant, on se l'interdit en général. Et depuis qu'on a découvert notamment ce genre de pratique, on a mis en place des comités d'éthique, etc. Et donc l'autre chose qu'on fait, et c'est ce que je fais dans l'intégralité de ce bouquin, c'est utiliser ce qu'on appelle les expériences naturelles. Les expériences naturelles, c'est moi j'ai rien fait, mais le pouvoir politique ou des événements extérieurs ont pris une décision qui s'est avérée affecter un groupe de gens et pas un autre groupe de gens. Et donc on peut suivre ces deux groupes avant et après cette décision. L'un n'a pas été affecté, l'autre l'a été, et on compare dans quelle mesure ces deux groupes se mettent à diverger à partir de la décision. L'exemple dans le bouquin qui est peut-être le plus simple à appréhender, c'est celui des peines planchées. Les peines planchées, à un moment, on a une décision qui vient affecter les récidivistes au sens légal du terme et qui n'affecte pas les réitérants. Et donc là, on a bien un groupe contrôle qui sont les réitérants. Avant et après, rien ne change pour eux. Et un groupe traitement, les récidivistes. Avant, après, tout évolue. Voilà comment je procède en général. Donc le bouquin avait pas trop vocation à parler de la France et à parler du cadre institutionnel au départ quand je l'ai vendu à mon éditeur. Et puis ensuite, je me suis un peu emballé tout seul et il s'est retrouvé cette partie représente maintenant plus de la moitié du bouquin, je crois. Et il y a notamment une très longue partie où je m'intéresse au cadre législatif. Donc là, en fait, j'ai mis l'architecture du bouquin sur ces deux slides. C'est simplement les chapitres des deux parties. Et
du coup, dans cette première partie, il y en a deux qui concernent la loi. Donc, la première sur les modifications récurrentes du droit pénal. La deuxième spécifiquement sur le cas de la contrainte et donc complètement axée sur la question des peines planchers et ce qu'elle nous apprend du comportement des magistrats. Les troisième et quatrième, dont je ne parlerai pas du tout, s'intéressent à l'amont, donc avec le comportement des parquets et dont je parlerai peut-être d'ailleurs, mais enfin bref, la partie sur la police et les parquets, et la quatrième sur la question de l'application des peines. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans la première partie, donc sur la question des modifications de la loi pénale? La première chose que j'ai fait, c'est de compter. Donc là, j'ai récupéré des données de la direction des affaires criminelles et des grâces, qui a une base qui est l'entretien et qui contient l'ensemble des catégories définies, enfin des délits tels que définis dans le code pénal. Donc en faisant vraiment toutes les sous-infractions, quoi. Enfin, à chaque fois qu'il y a une circonstance aggravante ou une circonstance atténuante, ça fait une infraction, ça fait une nature d'infraction principale ou une nature d'infraction différente. Et à chaque fois, il y a la date de début, la date de fin, enfin la date de création du délit et la date de suppression du délit, ou sa date de modification si l'encouru, donc la peine maximale, a été modifiée. Ici, j'ai représenté juste l'évolution au fil du temps des créations et des destructions de contraventions, délits et crimes. Je vous ai dit que je n'avais pas d'infraction sur les contraventions en termes de jugement, mais je les ai dans cette base-là qui contient juste les changements législatifs. Et comme on peut le voir là, il y a énormément de modifications au fil du temps. On en a à peu près 200 en moyenne en termes de délits et de contraventions. On n'en a pas beaucoup en termes de crimes, qui sont qui est un contentieux relativement stable dans le temps. On peut voir aussi ici qu'il y a plus de création que de destruction au fil du temps. Donc le nombre d'infractions possibles va en augmentant depuis le nouveau code pénal entré en vigueur en 95 ou en 94, je ne sais plus, et jusqu'à la fin de la période que j'observe en 2014. Et ensuite, j'ai compté à quoi ça servait tout ça. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on fait cet exercice-là, on constate que ça ne sert globalement pas à grand-chose. C'est-à-dire que l'écrasante majorité de ces contentieux, de ces natures d'infractions qui sont créées par le code pénal, ne sont en pratique absolument jamais utilisées par les juridictions. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de délits. Typiquement, la loi sur les chiens dangereux de Sarkozy en 2006 ou 2007, je ne sais plus, a été utilisée, je crois, 5 fois sur la période après ça. Et comme ça, on en retrouve énormément, dont certaines qui, a priori, étaient une extension de la sphère pénale considérable. Typiquement, la loi sur la mendicité agressive, sur le racolage passif, n'ont pratiquement jamais été utilisées, alors que elles représentent quand même un comportement socialement présent dans la France moderne. Ce qui ne veut pas dire... Enfin, encore une fois, je le regarde au prisme des décisions de justice. C'est-à-dire que la loi sur le racolage passif et la loi sur la mendicité agressive ont probablement été utilisées par les policiers pour virer ça a même été documenté, pour virer les indésirables des centres urbains et les renvoyer vers les marges des villes. Mais en termes d'utilité pour la justice et en termes de condamnation prononcée, j'ai pas les chiffres exacts en tête, ils sont dans le bouquin, mais on a plus de 80% de ces créations de délits qui ne sont littéralement jamais utilisés. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune condamnation sur toute la période a posteriori. Une autre façon de le représenter, c'est ce que j'ai mis là, ici j'ai représenté du coup les condamnations chaque année, donc on voit que c'est un petit peu en dessous de 400 000 avant Perben 2, et puis ça monte, donc là j'ai viré quelques procédures simplifiées, etc. C'est pour ça qu'on est en dessous de 600 000 par rapport à avant. Les compositions pénales, etc. sont plus ici. Donc après Perben 2, on voit cette grosse masse noire des correctionnalisations des délits routiers. Donc la grosse masse noire, là, c'est quasi exclusivement les conduites sans permis et les défauts d'assurance. Mais ensuite, j'ai représenté du coup le volume de condamnations pour des délits qui n'existaient pas au début de ma période en 98 et le volume de condamnations pour des délits qui n'existent plus à la fin de ma période en 2014. Ce qu'on peut voir ici, c'est que les délits qui n'existent plus à la fin de la période, il n'y en a pratiquement pas. C'est le liseré un peu grisâtre, là, qu'on ne voit pas. Ce qui est assez sain, ça, d'une certaine manière. On peut dire que les délits qui ont été supprimés sont des délits qui étaient tombés en désuétude, donc il y a une certaine logique à les supprimer. En revanche, la part ça c'est le truc un peu gris sombre, là, c'est la part des délits qui ont été créés et qui ont du coup été utilisés de l'ordre de 30-40 000 fois à la fin. Ces délits sont essentiellement des subdivisions de délits préexistants, donc des cas où on a rajouté un type d'une circonstance aggravante. Ce n'est pas des nouveaux comportements qui n'étaient pas punis avant.
On peut faire le même exercice avec les changements d'encourus, donc les rehaussements d'encourus. Donc ça c'est le même exercice. Ici on voit qu'ils sont plutôt moins nombreux en début de période, ça c'est assez logique. Le Parlement vient de voter un nouveau code pénal, donc il n'y a pas de raison de changer directement l'échelle qu'on vient d'établir. On peut éventuellement rajouter des délits si on a oublié des trucs, mais dire au bout de 2 ans de code pénal, ah oui en fait ça on va le punir plus sévèrement, ça aurait venu à se dédire très très rapidement. Mais là encore, on constate quand même une augmentation, enfin une assez grande fréquence des modifications. Là encore, on constate des modifications qui sont essentiellement des augmentations et assez peu fréquemment des diminutions, avec un pic énorme pour la loi Perben 2. On peut faire le même exercice avec toutes les correctionnalisations et les décriminalisations ou décorrectionnalisations. Et là encore, on retrouve un comportement qui est très largement... des modifications qui sont très largement inutiles. Là encore, on retrouve plus de 80% des modifications qui concernent des délits qui ne sont de toute façon jamais utilisés. Donc on a un délit qui passe de 3 ans à 5 ans de peine maximale. Et on s'en fout parce que personne condamne ce délit-là dans les juridictions. Et ensuite, ce qui m'a intéressé, c'était de savoir pourquoi on a cet état de fait. Pourquoi est-ce qu'on voit cet ensemble de modifications énormes, soit directement par des haussements d'encourus, soit par des créations de sous-catégories qui ont quand même globalement vocation à punir plus sévèrement, et qu'en même temps, on voit un usage relativement limité. Alors, pardon, j'ai oublié de dire un truc quand même, mais c'est que même dans les cas où les modifications des encourus à la hausse concernent des délits qui sont effectivement utilisés par les juridictions, ça n'a absolument aucun effet sur les peines prononcées. C'est-à-dire qu'ici, je vous ai représenté avant et après la modification d'encourus. Donc je prends ça représente, j'ai agrégé 23, je crois, types de délits différents. Donc des délits pour lesquels on a une augmentation de la peine maximale à un instant donné. Et je regarde les peines prononcées 2 ans avant et 2 ans après cette modification. On voit à gauche qu'on a bien un encouru qui passe de 2 ans à 3 ans, donc on a bien une augmentation de l'encouru, ça c'est ma sélection, donc c'est assez logique. Et si on regarde les peines qui sont prononcées, que ce soit la peine totale prononcée, la peine de prison ferme, la peine de prison avec sursis mise à l'épreuve ou la peine de sursis, on n'observe aucune différence entre ce qui se passe avant et après la réforme. Et la question que je me pose ensuite, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a cet état de fait-là. Alors, la raison, elle est assez directement visible sur ce graphe, on peut l'intuiter dans ce graphe-là, par le fait que j'ai eu recours pour faire ce graphe à 2 axes des Y, puisque les encourus se rapportent à l'axe de gauche, qui est les encourus en années, et qu'on passe de 2 à 3 ans, et que les peines moyennes ici sont en mois, et qu'on voit que la peine moyenne de prison ferme est de 1 mois, la peine de sursis avec mise à l'épreuve est de l'ordre de 15 jours et la peine de sursis simple est de l'ordre de 3 semaines. Et donc on a une déconnexion assez grande entre les encourus et les peines qui sont effectivement prononcées par les juridictions. En fait, ça, on peut le faire de manière beaucoup plus systématique. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, vous pouvez probablement pas lire ce qui est marqué en bas, mais en bas, ce sont les 20 et quelques délits les plus utilisés par les juridictions. À eux, 20 et quelques, ils représentent plus de 80% des décisions de justice en matière pénale. Et donc vous avez, pour vous donner quelques exemples, mais à gauche, dans les atteintes aux biens, ça commence avec les dégradations graves, le vol simple, l'abus de confiance, dégradation en réunion, vol en réunion, etc. etc. Au milieu, pour les délits routiers, vous avez le refus d'obtempérer, la conduite sans permis, la conduite avec stupéfiants, etc. Ici, vous avez le travail clandestin qui est un peu tout seul. Et ensuite, les blessures involontaires, abandon de famille, menace de mort, ITT de moins de 8 jours, violence en réunion, etc. etc. Les drogues, usage, détention, acquisition, transport. Vous connaissez tout ça. Moi, j'ai jamais été capable de faire la différence entre détention, acquisition et transport, mais en tout cas, je le vois marqué. Le port d'armes et enfin l'outrage et rébellion. Et ce qu'on voit ici, c'est... Alors, je les ai classés. D'une part par thème, atteinte aux biens, délit routier, infraction à la législation sur l'étranger, violence, drogue, port d'armes et outrage aux forces de l'ordre. Et je les ai classés par ordre croissant de sévérité selon le code pénal. Donc on part de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans. Et j'ai laissé de côté évidemment tous ceux qui sont relativement peu nombreux dans mes bases, mais il y a évidemment énormément d'autres types de contentieux. Et ce que j'ai représenté ensuite dans ce qu'on appelle les boîtes à moustaches, c'est pour prendre celui qui est le plus étalé, donc pour le transport de stupéfiants. La barre du bas, là, ça vous donne le quantile, le 10e quantile,
C'est-à-dire qu'il y a 10% des gens qui ont pris moins que la barre là. Il y a 25% qui ont pris moins que le bas du rectangle. Il y a 50%, enfin la médiane est ici, là en noir au milieu. Il y a 75% en dessous de ça. Et il y a 90% en dessous de la barre du haut. Ce que je veux montrer ici, c'est deux choses. La première, qui vont dans le même sens. La première, c'est qu'il y a une déconnexion complète entre les encourus proposés par le code pénal et les peines prononcées par les juridictions. Ce qui explique en creux pourquoi changer les encourus sert généralement pas à grand chose, parce que ça revient à rehausser un plafond que de toute façon personne n'atteint. Donc vous pouvez rehausser ce que vous voulez, vous pouvez mettre tout le monde à 1 siècle d'encourus. Ça ne changera pas grand chose, puisque de toute façon toute la latitude n'est pas utilisée. Et ensuite, c'est montrer que cette déconnexion complète entre les encourus et les peines prononcées par les juridictions a une conséquence pratique, qui est que les magistrats se retrouvent dans les faits responsables de l'échelle des peines en France. Théoriquement, sauf erreur de ma part, mais c'est vous qui êtes juriste, pas moi, il revient au Parlement de décider de l'échelle des peines dans le pays. Sauf qu'en mettant des encourus qui sont stratosphériques comme ça, les magistrats se retrouvent à faire globalement ce qu'ils veulent en termes de condamnation. Et on se retrouve avec des cas où la détention de stupéfiants est passible de 10 ans de prison et est en pratique moins sévèrement punie que le vol avec infraction ou le vol aggravé par 2 circonstances, qui est théoriquement passible seulement de 7 ans de prison. On se retrouve avec une bonne partie des violences volontaires qui sont passibles de 3 ans de prison, mais qui sont plus sévèrement condamnées qu'une bonne partie des atteintes aux biens passibles de 5 ans de prison. Donc de fait, en mettant ces encourus à un niveau très élevé, le Parlement s'est dépossédé lui-même du contrôle de l'échelle des peines, qui revient dans les faits aux juridictions. Ça, à mon sens, juste un point avant de continuer, c'est pas le cas pour les crimes. Ici, vous avez les principaux crimes sur une période un peu plus longue, parce qu'il y en a moins par an. Donc on commence avec les homicides, etc. Quand les points sont gris, là, c'est parce que c'est perpétuité. Ici, on voit d'une part que la distance entre les peines prononcées et le maximum est beaucoup plus faible. Et d'autre part que la cohérence est relativement suivie, donc que les peines prononcées suivent relativement bien le code pénal. Pour vous donner un ordre de grandeur, en matière criminelle, en moyenne, les gens prennent 44% du maximum, exception faite des cas de perpétuité où la notion n'a pas de sens. En matière correctionnelle, les peines sont en moyenne de 8% de l'encouru et les peines fermes de 4% de l'encouru. Donc on est extrêmement loin du maximum proposé. Ça a plusieurs conséquences, à mon sens. Il y en a une qui a été moins une qui a été documentée, mais en fait, ça, à mon sens, c'est le principal facteur nourrissant l'impression générale de laxisme du système pénal. Puisque si on demande à un individu, alors vous non en l'occurrence, mais même moi et même la plupart des gens, combien ça mérite un vol avec violence ayant entraîné une interruption temporaire de travail de 8 jours, je n'en ai littéralement aucune idée. Enfin, est-ce que ça mérite de prendre 3 mois, 6 mois, 9 mois, 2 ans? J'en sais rien. En revanche, si on me dit combien mérite tel type de délit qui est passible de 7 ans de prison, bon, ça me met un point de repère et je me mets à réfléchir par rapport à ça. Et si à la fin on me dit le type a pris 6 mois, évidemment j'ai l'impression que la sanction est relativement faible au regard de ce qui était encouru. Alors même que si on ne m'avait pas mis ce 7 ans sous le nez, j'aurais pas forcément eu un avis aussi tranché. La deuxième, c'est que pour le condamné lui-même, ça renvoie à une impression de laxisme du système juridique. Ça a été montré, pas en France, mais aux États-Unis, où je crois que c'est dans l'État du Maryland, on a eu une réforme qui a diminué les encourus sans modifier les peines prononcées pour un certain nombre de délits, et où on constate que les gens, après cette réforme, dans le groupe traité, donc dans le groupe de ceux pour qui l'encouru avait diminué, récidivent moins qu'avant, leur peine étant devenue plus sévère relativement au maximum, tout en gardant la même sévérité dans l'absolu. Du coup, à mon sens, c'est quelque chose qui est c'est une sorte d'équilibre extrêmement malsain, dont probablement le pouvoir politique se satisfait parfaitement, puisque le fait que ce qu'ils font n'a pas d'influence sur les décisions de justice est en fait assez protecteur pour eux, parce que ça permet de modifier les encourus assez facilement sans avoir à se poser la question de l'intégralité de l'échelle des peines. Quand vous prenez un délit et que vous dites il passe de 5 ans à 7 ans, si vous vouliez faire les choses bien, il faudrait que vous posiez la question de tous les autres délits. Est-ce que tous les autres délits qui avant étaient à 5 ans, je les considère maintenant comme étant moins graves, ou est-ce que je dois les rehausser aussi, ou est-ce que je dois maintenir ceux qui étaient à 7 ans, je dois les augmenter afin qu'ils restent plus sévèrement condamnés, etc., etc.
il y aurait l'intégralité du système à repenser pour garder une cohérence d'ensemble. Si cela était suivi des faits. Si ça n'est pas suivi des faits, bon, bah, le changement d'un encouru devient une sorte de moyen à peu de frais d'envoyer un signal politique. À mon sens, ça reste problématique pour la raison que j'évoquais en termes de perception de l'opinion publique. Alors, on est en train de rédiger avec Aurelius, qui est une co-autrice régulière, une note pour l'Institut des politiques publiques, qui est un organisme rattaché à l'École d'économie de Paris, où on parle notamment de ça, et où du coup, je me suis amusé à faire un petit exercice de simulation en disant, OK, il y a deux moyens de résoudre ce problème-là. Le premier, c'est de diminuer les encourus, ce qui a un coût politique considérable, a priori, au moins à l'heure actuelle. La deuxième possibilité était d'augmenter les sanctions. Si on dit, OK, on va augmenter les sanctions pour les rapprocher des encourus, mettons qu'on leur mette le même niveau moyen que ce que prennent les criminels, donc à peu près 44%. Ce qui veut dire à peu près la moitié, donc on garde une marge au-dessus, on a une marge en dessous, mais on a un rapport à peu près sain en termes de distance à l'encouru. Si on faisait ça, et donc on applique, par exemple, on prend une année 2000, je crois que je l'ai fait avec 2013, encore une fois, et on met à tous les détenus une peine qui représente 44% du maximum, bon, bah, la France devient numéro 1 mondial de l'incarcération, devant les États-Unis, devant la Chine, si on exclut la question des Ouïghours, devant la Russie, etc., doit, si on applique, on peut s'amuser à faire des exercices comptables, imaginons un coût d'incarcération équivalent à celui actuel, bon, bah, il faut dépenser plus que le budget des armées, etc., etc. Donc un truc qui n'est pas a priori très soutenable. Voilà un peu ce que j'ai fait en le disant rapidement pour la question du code pénal. Hop. J'enchaîne tout seul ou avec des questions? J'avais proposé qu'on évoque l'amont du procès, c'est-à-dire le travail de la police, comment il influe sur la population qui est présente en justice, mais vous semblez parti, donc... Non, mais il faut m'arrêter aussi, parce que sinon je parle trop vite et trop longtemps. Ok, alors du coup, je ne parle pas de contraindre. Si ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Mais en gros, la punchline de la partie contraindre, c'est de dire que la quasi-totalité de l'augmentation des peines, de l'augmentation de l'incarcération en France au cours des années, de la fin des années 2000 et du début des années 2010, est lié à la loi sur les peines planchers, qui a considérablement alourdi la pénalité en France à l'égard des récidivistes, mais que l'effet sur ce groupe-là, bon, en fait, je vais vous le montrer quand même. Voilà, ça c'est l'évolution pour les récidivistes. Donc ici, il y a récidivistes en solide, réitérant en tiré, et primo-délinquant en pointillé. Ça c'est les peines de prison, ça c'est les peines de sursis avec mise à l'épreuve. Et on voit ici qu'il y a une augmentation de 50% des peines pour les récidivistes en matière ferme, un quasi-triplement en matière de sursis avec mise à l'épreuve. Ça a un effet énorme sur l'évolution de la population carcérale, puisque là, la masse noire qu'il y a, c'est le nombre d'années de prison prononcées à l'encontre des récidivistes au fil des temps. Et on voit que si on avait juste les criminels, c'est eux, ça va plutôt en diminuant en nombre d'années de prison prononcées. Donc on a, à la fin de la période, à peu près 100 000 ans de prison prononcées chaque année, donc avec les réductions de peine, les aménagements, etc., on arrive au taux d'incarcération qu'on connaît de l'ordre de 60 000 à cette période-là. Et donc le nombre d'années de prison prononcées à l'encontre des criminels a plutôt tendance à diminuer, à l'encontre des primo-délinquants et des réitérants, il a plutôt tendance à diminuer également. Et les seules choses qui font qu'à la fin, ça finit quand même plus haut qu'au début, c'est... alors le creux, là, c'est la grâce présidentielle de Jacques Chirac. L'augmentation, c'est un petit peu les délits, les correctionnalisation et l'explosion des récidivistes qui se mettent à prendre de plus en plus d'années de prison et à faire cette espèce d'énorme masse qui vient s'ajouter au reste. Ce qui est assez intéressant en termes de compréhension de la façon dont les magistrats jugent et de leur maintien de la cohérence temporelle et de la cohérence de l'échelle des peines. Mais je ne rentre pas dans plus de détails. En amont du procès, je me suis intéressé à 3 trucs. C'est à mon sens, la partie la plus faible du bouquin, notamment parce que je n'ai pas des très bonnes données. En fait, en matière de police et de parquet, moi, globalement, je fonctionne avec des données, donc si on me donne des données pourries, je ne peux pas faire grand-chose. Pour la police, la seule chose que j'avais à l'époque où j'ai rédigé le bouquin, c'est l'État 4001 par département et par an,
par mois même. Et pour les parquets, j'ai vraiment pas grand-chose. J'ai essentiellement les cadres du parquet qui sont des relevés annuels des procureurs généraux qui remontent à la chancellerie, une ventilation de leur activité en différentes catégories. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi d'expliquer un peu le flux entrant en juridiction. Donc pour la police, le principal truc que je regarde, c'est l'effet des incitations sur la police. Les incitations sur la police, vous le savez sans doute, mais elles ont été singulièrement modifiées en 2002 avec la revue générale des politiques publiques et l'introduction d'indicateurs chiffrés pour la police, et pour les parquets aussi d'ailleurs, c'est ce que je vais dire dans une seconde. Pour la police, les indicateurs chiffrés, il y en avait deux. C'était il faut que vous diminuiez le nombre d'infractions constatées et que vous augmentiez le nombre d'affaires résolues. Comment est-ce qu'on peut diminuer le nombre d'affaires constatées ? Il suffit de plus les enregistrer. Et c'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche avec l'évolution de trois types de vols. Les vols à la tire, alors c'est l'État 4001, donc c'est des catégories un peu baroques. On a les vols à la roulotte, alors je ne sais pas très bien ce que c'est un vol à la roulotte, mais bon. Ici j'ai mis les vols à la tire, les vols à l'étalage et les recels. Pourquoi j'ai mis ces trois-là ? Parce que c'est tous des vols ou de la délinquance d'appropriation. Et on voit que les vols de particuliers, donc les vols à la tire, par opposition aux vols à l'étalage qui vont concerner des entreprises et qui vont être enregistrés pour des raisons assurantielles. En revanche, les vols à la tire, ils se mettent à diminuer exactement en 2002 et ils se mettent à réaugmenter exactement en 2012 au moment de la fin de ces incitations à l'égard de la police. Et ça, c'est bizarre parce que c'est quand même compliqué d'imaginer que les vols se mettent à diminuer drastiquement sans qu'il y ait une modification des recels. Enfin, les recels, a priori, ils évoluent de manière parallèle, quoi, vu qu'il faut bien receler un truc qui a été volé. Et c'est également assez surprenant de voir des diminutions des vols à la tire sans modification du vol à l'étalage. Là, on retombe sur ce qui a été documenté par ailleurs par l'Inspection générale des services et par un certain nombre de sociologues, mais avec des case studies dans certains commissariats, qui est que globalement, c'est le phénomène du passage en main courante, du report des stats sur l'année d'après ou sur le mois d'après, etc. De tout ce qui est vol de vélo, vol de portable, tout ce qui globalement n'a à peu près aucune chance d'être résolu par les services de police. A l'inverse, comment est-ce qu'on fait pour augmenter les infractions, enfin les faits résolus ? Pour augmenter les faits résolus, c'est assez simple. On cible tous les types à la pommade qui bossent sur un chantier et on leur demande leur titre de séjour, et tous les mecs qui fument des cigarettes coniques à Châtelet. Et une fois qu'on a fait ça, on a une certaine probabilité de choper de l'infraction à la législation sur l'étranger et de l'infraction à la législation sur les stupéfiants, délits qui ont l'avantage d'être résolus une fois qu'ils sont constatés et donc d'être très bons pour les statistiques. Et c'est ce qu'on voit ici. Et là encore, on a une sorte de décorrélation complètement anormale, c'est-à-dire qu'on a un trafic de stupéfiants qui est super stable sur la période. Je ne l'ai pas mis ici, mais on a aussi une consommation de stupéfiants telle que enregistrée par les enquêtes de délinquance autoreportée, enfin les enquêtes de consommation de stupéfiants, qui est parfaitement stable dans le temps. Et en revanche, on a un usage de stupéfiants qui, lui, se met à exploser. Enfin, on a quand même, on passe de à peu près 20 000 par an au début de la période à 40 000. Donc on a quand même un doublement du nombre de personnes qui sont arrêtées et enregistrées dans l'État 4001 pour consommation de stupéfiants, alors même qu'on n'a pas d'augmentation du trafic et pas d'augmentation du nombre de gens qui déclarent. Donc on a bien l'idée ici que ce n'est pas un changement de comportement, mais que c'est de comportement des usagers, enfin, faut pas dire usagers, des délinquants du coup là quand même, mais un changement du comportement policier. On retrouve exactement la même chose avec le contentieux sur l'immigration, puisqu'on a une augmentation assez drastique entre 2002 et 2012, avant la dépénalisation de ces comportements-là et un effondrement en 2012. C'est des choses qui ont un réel impact, c'est-à-dire qu'il y a un côté, ça n'a pas d'impact. Ça, en gros, c'est juste pour faire plaisir au Figaro, mais ça fait juste que des comportements qui avant n'étaient pas... étaient enregistrés, mais n'étaient pas résolus, se mettent à ne plus être enregistrés, à passer en main courante. C'est potentiellement un peu frustrant pour les gens qui se présentent au commissariat, mais ça n'a pas des conséquences considérables. En revanche, le ciblage, il a des conséquences puisqu'il change le flux entrant dans les tribunaux et que les gens sont réellement condamnés pour ça après. Donc on a de plus en plus de gens qui se retrouvent condamnés par les juridictions, et ça, c'est ce qu'on peut voir, notamment ici avec la consommation de stupéfiants, où on a l'évolution dans les stades de police entre 2002 et 2012 qui
qui va extrêmement vite, et une évolution qui la suit au sein des tribunaux, avec de plus en plus de délits, d'infractions à la consommation sur les stupéfiants, qui sont condamnés par les juridictions. On a en fait un petit peu le même principe avec les parquets qui, eux, se sont mis à avoir comme incitation à partir de 2002 de diminuer les affaires classées sans suite. Et vous pouvez voir ici que ils ont diminué les affaires classées sans suite. C'est des bons élèves. Hein. En 2002, on leur dit vous arrêtez de classer sans suite. En 2010, là, à la fin de la période, quand j'ai plus les cadres du parquet, il y a plus de 2 fois moins d'affaires qui sont classées sans suite. En revanche, on peut voir aussi que le nombre d'affaires poursuivies, il évolue pas des masses, et que la quasi-totalité de la diminution des affaires classées sans suite est en fait un jeu de vase communicant avec les alternatives aux poursuites. Or, si on zoome sur les alternatives aux poursuites, je suis pas sûr de l'avoir mis là. Si, voilà. Si on zoome sur les affaires classées sans suite. Non, c'est pas ça, pardon. Si on zoome sur les affaires classées sans suite, je l'ai pas là, mais en fait, on voit que c'est quasiment totalement des rappels à la loi à la dernière adresse connue, qui n'est pas la forme la plus coercitive de réponse pénale, ni même a priori la plus efficace, puisque dans un bon nombre de cas, en fait, on ne sait plus vraiment où les gens habitent et qu'on envoie juste une lettre là où on pense qu'ils habitaient avant. Donc a priori, juste un jeu là encore d'écriture qui n'est pas vraiment satisfaisant. En revanche, on a dans le même temps, et ça, vous connaissez tous a priori, hein, mais on a une augmentation considérable de la place du parquet dans les jugements, puisque là encore, je reprends, alors c'est toujours le même graphe en termes de volume, puisqu'on a ce truc de 400 à 600 000 au fil du temps. Mais là, j'ai juste comparé les jugements contradictoires, les ordonnances pénales, les compositions pénales et les CRPC, et on voit que la grosse augmentation d'affaires qui est survenue notamment après Perben 2, en fait, était absorbée par du traitement rapide, du traitement je sais plus comment vous appelez ça pour regrouper tous ces trucs-là, mais bref, par des ordonnances pénales, des CRPC, des compositions pénales, etc. Donc des mesures qui sortent du contradictoire. Ce qui est, là c'est plus un truc de juriste, mais ce qui semble a priori problématique, puisque ça revient quand même à dire qu'on avait une catégorisation qui faisait correspondre des faits d'une certaine gravité, des formations de jugement garantissant plus ou moins de risque de se planter et des peines plus ou moins lourdes, et qu'on rompt cette belle construction en instaurant des procédures qui ont des garanties procédurales relativement faibles, mais qui peuvent quand même prendre des décisions lourdes, et qui sont censées répondre à des comportements qu'on considère comme étant graves, quoi. C'est-à-dire que si vraiment ça, tout ça qui en fait est essentiellement du petit stup et du comportement routier, si effectivement on considère que c'est pas très grave et qu'on peut les laisser gérer avec des garanties procédurales faibles, on peut aussi les décorrectionnaliser et les mettre en contravention. Voilà un peu ce que j'ai fait sur... Ah oui, non, pardon, il y a un dernier truc. Non, ça c'est une tentative de répliquer un truc qu'on fait beaucoup mieux aux États-Unis avec des meilleures données. Mais l'idée était de dire qu'est-ce que ça fait d'avoir des gens qui comparaissent libres ou détenus au procès. Alors j'imagine que c'est un problème auquel vous êtes confronté si vous faites du pénal. Tout le monde a un peu l'intuition que globalement c'est pas bon pour son client d'arriver détenu. Mais évidemment c'est assez dur à mettre en évidence, parce que les gens qui arrivent détenus sont quand même en moyenne différents de ceux qui arrivent pas détenus. Donc la façon propre de faire ça, pour ne pas survendre ce graphique-là, c'est ce qui a été fait notamment à Philadelphie, où ils ont un parquet où il y a des procureurs qui sont d'astreinte. Et donc il y a des procureurs qui tournent littéralement toutes les 8 heures, ils font les 3-8, et il y a des procureurs qui sont plus ou moins prompts à mettre... en gros, ils décident de bail, de caution. Et il y a des procureurs qui mettent des cautions très élevées, il y a des procureurs qui mettent des cautions plutôt faibles. Et donc là, vous pouvez comparer le mec qui s'est fait choper à 7h58, qui a été amené devant le procureur à 7h58, de celui qui a été amené devant le procureur à 8h02. Et potentiellement, ils n'ont pas le même procureur. Et donc là, vous pouvez comparer des gens qui comparaissent libres ou détenus, qui sont parfaitement identiques, exception faite des quelques minutes qui les séparent et qui ont fait qu'ils ont été jugés, qui sont tombés sur un procureur différent. Et là, on peut mettre en évidence très formellement que si vous paraissez détenu, vous avez plus de chances d'être condamné. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai utilisé le temps que les gens avaient passé... ce qui m'intéresse dans ce graphe-là, en fait, c'est la propension des magistrats à couvrir la détention provisoire. En gros, ce que j'ai regardé, c'est quelle est la probabilité de prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, jusqu'à 12 mois de prison ferme pour un individu qui a fait 1 mois de détention provisoire.
c'est la ligne noire. Pour un individu qui a fait 2 mois, pour un individu qui a fait 3 mois, pour un individu qui a fait 4 mois. Et ce qu'on peut voir ici, et on peut le faire pour plus de mois, mais ça devenait complètement illisible sur le graphe, ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois, il y a une énorme masse de gens qui prennent exactement ce qu'ils avaient fait en détention provisoire, ce qui porte à croire que pour une partie d'entre eux, s'ils avaient comparu s'ils avaient comparu libres, on leur aurait potentiellement mis un peu moins, mais là ils ont déjà fait la comparution, ils ont déjà fait un certain temps de détention provisoire, et donc on va le couvrir afin d'éviter le sentiment d'injustice. Je tiens à préciser ici que dans le livre, j'ai écrit que les gens pouvaient être dédommagés s'ils étaient condamnés à une peine plus légère que ce qu'ils avaient déjà effectué. On m'a signalé que c'était faux et que les gens pouvaient être seulement dédommagés si on les avait, s'ils étaient acquittés ou s'ils étaient relaxés. Voilà, j'en suis désolé. C'est à ma connaissance la seule erreur du bouquin pour l'instant, mais il y en a probablement d'autres. Voilà ce que j'ai fait sur l'amont du procès. On peut peut-être passer à la partie qui semblait vous tient particulièrement à cœur sur la première partie du premier chapitre de la partie 2, il me semble, de la cité. Ouais, en fait, c'est juste que alors je l'ai pas mentionné, mais les économistes n'écrivent pas de bouquin. J'ai écrit ce bouquin en partie parce que toute la première partie, de tout ce que je vous ai présenté avant, je me suis dit que potentiellement ça pouvait intéresser des Français, et moi en tant qu'académique, en faire un article de recherche pour une revue à comité de lecture états-unienne ou anglaise, ça allait pas très bien marcher, j'allais publier dans une revue plutôt pas très bonne, et j'allais y consacrer une énergie considérable. Donc c'était une façon un peu de sortir des résultats que j'avais vus, que j'avais trouvé dans mon temps passé à l'administration centrale, à utiliser ces bases, mais pour essayer de les valoriser, pour essayer de les rendre publics sans passer par un format académique qui était a priori plus chronophage et avec peu de retours. Et puis c'était aussi pour écrire en français, dans un style plus relâché, faire un truc que ma maman pouvait lire, enfin tout ça. Mais sinon, académiquement, c'est plutôt ça mon boulot, d'avoir des trucs qui sont plutôt généraux, plutôt généralisables à d'autres sociétés que la nôtre. Et en particulier, ce qui fait que j'ai un boulot maintenant, c'est essentiellement le travail que j'ai fait dans la première partie ici. Et un petit peu dans le 2 et le 4, mais c'est essentiellement ça. Ce qui m'a intéressé, en fait, pour vous donner un petit peu l'idée de cette seconde partie, c'est de dire, en fait, un jugement, c'est une décision qui est prise à un instant donné, en un endroit donné. Et il y a un certain nombre de faits qui peuvent, d'éléments qui peuvent venir parasiter la prise de décision, qui peuvent venir l'affecter. C'est ce qu'on regroupe sous le terme de biais dans son ensemble. Et là, j'ai raisonné un peu en cercle concentrique en disant, il y a d'une part le contexte général, au-delà de la cour, en dehors des murs de la cour. Il y a un climat médiatique, il y a des normes sociales qui ne sont pas inscrites dans le droit, mais qui potentiellement rentrent en interaction avec ce droit. Ensuite, à l'échelle de la cour, on a des individus qui ont certaines caractéristiques, qui sont des hommes ou des femmes, qui sont noirs ou blancs, qui sont riches ou pauvres, qui sont éduqués ou qui sont analphabètes. Et, ok, il y a des catégories entre les deux, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça peut rentrer en résonance avec la décision. Les gens peuvent, ça peut amener à un certain nombre de biais. Et dans une dernière étape, le juge lui-même, il a des raisonnements, et ces raisonnements peuvent être systématiques ou erronés. Et là, on rejoint toutes les questions des biais cognitifs dans les décisions. La quatrième partie est un peu à part. C'était censé être mon chapitre conclusif et mon éditeur a dit non. Alors c'est devenu un chapitre et j'ai rédigé une conclusion. Sur la question des normes sociales et du contexte, j'ai étudié les deux en fait, enfin les normes sociales et le contexte. Alors les normes sociales, en fait, c'était l'idée que potentiellement on a un certain nombre de règles d'organisation de la société qui dépassent le cadre du droit. Et en fait, heureusement, parce que si on prendrait tout en charge par t'as pas le droit sinon on te tape. Et en fait, il y a plein de choses qu'on fait parce que socialement, c'est bien de faire ça. Et une des façons d'aborder ce problème-là, en fait, au départ, on pensait plutôt à des trucs type Aïd, Noël, etc., etc. Enfin, les fêtes religieuses qui génèrent un certain nombre de normes sociales, de bienveillance vis-à-vis d'autrui, etc. Le gros inconvénient de ces fêtes-là, c'est qu'on est un pays chrétien, essentiellement, structuré autour des fêtes chrétiennes en tout cas, et que les fêtes chrétiennes, elles tombent à des mois calendaires prédéterminés. Et donc, ce qui se passe en décembre, à la fin du mois de décembre, ça peut être lié à Noël, mais ça peut être lié au fait qu'il fait froid, etc., au fait qu'il y a peu de lumière. Donc, on ne peut pas distinguer l'effet
de la norme sociale, d'un effet saisonnier un peu strict. On pourrait le faire avec le Ramadan ou avec l'Aïd, qui a l'avantage d'être en mois lunaire et donc du coup de bouger dans la saison. Mais a priori, c'est pas comme ça qu'est structurée la société française, et le nombre de magistrats issus de culture musulmane est a priori relativement faible. Du coup, on s'est intéressé à un autre truc qui est les anniversaires, parce que c'est bien d'être gentil avec les gens le jour de leur anniversaire. Et du coup, c'est ce qu'on a regardé. Donc ça c'est pour la France. Ici, on a regardé. Et l'avantage de l'anniversaire, c'est que ça tombe n'importe quand. En fait, il y a des gens qui naissent un peu partout, et qu'a priori le greffe ne prend pas en compte au moment de décider de la date de jugement. Et donc, on peut comparer des individus qui sont jugés le jour de leur anniversaire, la veille, le lendemain, etc. C'est ce qui est représenté là. Attention, l'échelle à gauche est réduite, hein. Donc on va de 98 jours à 108 jours, hein. C'est pas zéro ça, hein. Donc l'effet qu'il y a là, la vallée, elle est de 3 jours, hein. Donc elle n'est pas les gens prennent pas zéro. Enfin, j'aurais trouvé un effet de 100 jours, je me serais dit que je m'étais planté quelque part. Mais ici, donc j'ai commencé par regarder si c'était bien aléatoire cette histoire-là, et effectivement on retrouve qu'il y a 0,7 quelque chose, enfin non, un peu moins que ça, 0,3 quelque chose % des gens qui sont jugés le jour de leur anniversaire. Donc on a bien 1 sur 365, on est content, ça veut bien dire qu'a priori c'est random le fait d'être jugé le jour de son anniversaire. Et ici, vous voyez, c'est juste la peine moyenne pour les gens qui sont jugés 5 jours avant leur anniversaire, 4 jours avant, 3 jours avant, 2 jours avant, 1 jour avant, le jour de leur anniversaire, le lendemain, le surlendemain, blablabla. Voilà, donc ça c'est un exemple de manifestement les magistrats prennent en compte le fait que les gens c'est leur anniversaire. Et on peut par ailleurs voir que ça ne marche que dans les jugements contradictoires avec la personne présente, et pas dans les contradictoires à signifier où la personne n'est pas là. Et en fait, vous ne faites pas de cadeaux aux gens quand vous ne les voyez pas. Donc il y a une certaine logique. On le retrouve dans les cours fédérales états-uniennes où on a regardé. Et voilà, il y a peut-être un effet d'expérience ou un effet d'ancrage, on ne sait pas trop, mais on ne le voit pas trop dans les cours d'appel. C'est un truc qu'on voit en première instance. Mais après, on ne sait pas si en appel, c'est d'une part qu'on a moins de données, d'autre part que une hypothèse est que les magistrats sont plus d'ancienneté, sont potentiellement un peu plus compétents. Mais c'est aussi possible qu'en fait, en appel, on juge principalement par rapport à ce qui a été décidé avant, et donc en fait, la décision se prend principalement par rapport à la décision de première instance, et pas à partir de rien comme. La deuxième chose qui m'a intéressé, c'est l'effet des normes locales. Alors les normes locales, quand on est en France, c'est un truc avec lequel on n'est pas forcément à l'aise. Enfin, on a en France cette idée que la République est une et indivisible, que la loi s'applique de la même manière sur tout le territoire, etc. etc. En pratique, voilà, il y a des juristes un jour qui m'ont dit si, il y a des trucs dans le code pénal. La corrida, c'est autorisé juste dans les arènes de Nîmes et pas dans le centre-ville de Paris. Et les combats de coqs, c'est autorisé à Guadeloupe et dans les boulodromes du Nord. Mais à part ça, normalement, exception faite des territoires ultramarins, la loi est censée être la même partout. C'est pas le cas dans tous les pays, hein. Il y a des pays qui s'accommodent très bien de variabilité locale. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est normativement pas évident à déterminer, mais bon, moi je suis pas là pour être normatif, mais juste pour essayer de comprendre si ça a une importance ou pas. Donc la première chose qu'on peut faire, ça c'est super simple, c'est refaire l'exercice que je vous présentais au tout début, là, où on essaye juste de prédire les peines en mettant un maximum de trucs dans la machine, et ensuite d'extraire l'effet localité. C'est-à-dire qu'on regarde pour une même infraction, à infraction constante, à âge, etc., à tout ce que je connais constant, quel est l'effet d'être jugé dans telle et telle localité. Et puis on peut le faire le mettre en carte comme ça fait un truc un peu joli. Et les endroits les plus sévères sont les endroits en rouge, les endroits les moins sévères sont les endroits en jaune. Et ensuite ça nous donne une carte par département, et puis ensuite on peut s'amuser à corréler ça avec ce qu'on connaît de ces départements. Donc avec le taux de chômage moyen, avec etc. Et si vous êtes français et un tout petit peu intéressé par la carte électorale, vous voyez qu'il y a quand même un pattern qui se dessine assez facilement là-dessus. Néanmoins, c'est pas très causal. C'est-à-dire que est-ce que c'est parce que les gens sont plutôt d'extrême droite dans le sud-est que les peines sont sévères, ou est-ce que c'est parce qu'il y a des taux de pauvreté, d'immigration clandestine particulièrement importants, que à la fois les peines sont lourdes et les gens votent à l'extrême droite? J'en sais rien en fait, je sais pas, il y a 1 milliard de choses que je ne connais pas là sur les différences entre les gens au sein des localités, en termes d'âge, si l'âge je le connais en l'occurrence, en termes d'éducation, en termes d'origine ethnique, en termes de structure familiale, en termes de niveau de pauvreté, en termes de etc.
Donc c'est marrant, mais c'est pas très convaincant. En l'occurrence, pour l'immigration, j'ai essayé et ça marche pas. Mais voilà, j'ai juste essayé avec proportion de la population d'origine étrangère, mais on peut imaginer 15 000 autres façons de prendre le problème. Peut-être qu'il y en a une qui fonctionne parmi celles que j'ai pas testées. J'en sais rien, mais en tout cas, on trouve. J'ai rien trouvé. Globalement, j'ai rien trouvé à part la proportion de vieux et la proportion de gens qui votent Front National, quoi. Mais les deux étant quand même pas mal liés. Du coup, là, c'est le principal truc que j'ai fait en dehors de la France. On allait en Caroline du Nord, et en Caroline du Nord, il y a un contexte qui est assez bon pour faire ça. C'est qu'on a des juges qui sont élus dans des districts. Donc la Caroline du Nord, vous pouvez peut-être où c'est, c'est un état de côte est des États-Unis, la plus grande ville étant Charlotte. Et on a un État qui est divisé en 50 districts, et les magistrats sont élus dans un district, et ensuite tous les 6 mois doivent changer de juridiction. Alors après, ils doivent changer de juridiction au sein de divisions, qui sont un rassemblement de 3 ou 4 districts. Et un district, c'est un demi-département ou un tiers de département. Donc en fait, ils bougent. Ils sont à Toulouse, ils vont à Albi. C'est pas, on leur demande pas de déménager tous les 3 jours. Mais ça, c'est assez cool parce que ça nous permet donc on a donné assez long, et ça nous permet d'observer des magistrats au moment où ils arrivent dans une juridiction qu'ils n'ont jamais visitée, ou dans une juridiction qu'ils connaissent, puisque c'est celle où ils ont été élus. Et en général, quand ils ont été élus à un endroit, ils étaient avant avocats ou clercs du juge en place. Et donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on a comparé les décisions par type de contentieux que prenaient les magistrats en arrivant par rapport à celles que prennent les magistrats ayant un peu d'ancienneté dans la juridiction. Donc pour chaque type, on regarde au fil du temps qui passe dans la décision, dans quelle mesure ces décisions sont éloignées ou proches de celles que prennent les autres juges. Ici, on ne cherche pas à proprement parler à déterminer l'effet d'une norme locale. On cherche à l'identifier en creux. On cherche à voir un effet d'apprentissage. On cherche à dire, il y a des tas de choses que nous, on ne voit pas. L'éducation, l'origine des gens, etc., s'ils sont noirs ou s'ils sont blancs. En l'occurrence, là, on le voit. Mais il y a tout un tas de trucs que nous, on ne voit pas, mais que le magistrat, lui, voit. Donc si toutes les variations qu'on voit d'un district à un autre étaient déterminées par ces trucs que nous, on ne voit pas en tant que stateux, mais que eux voient, on ne devrait pas voir de phénomène d'apprentissage. En revanche, s'il y a une norme locale, s'il y a besoin d'apprendre quelque chose sur le contexte spécifique de là où le juge arrive, là, on va le voir au fur et à mesure converger vers les décisions que prennent ses collègues. Et c'est exactement ça qu'on voit. Je ne vous présente pas super précisément ces deux graphes, mais en gros, à gauche, il y a l'idée que plus les gens étaient partis plus sévères, plus ils ont tendance à diminuer en sévérité. C'est cette ligne-là. Plus ils sont partis peu sévères, plus ils ont tendance à augmenter en sévérité. Et que c'est un phénomène qu'on n'observe pas dans leur district d'élection, donc à l'endroit où ils connaissent déjà la norme et où ils n'ont rien à apprendre. C'est là où ils connaissent ce que les gens veulent, entre guillemets. C'est comme ça qu'on arrive à déterminer un phénomène d'apprentissage. Quelle est la nature exacte de cet apprentissage ? Ça reste quelque chose qu'on ne sait pas. La seule chose qu'on peut voir, là encore, c'est une corrélation entre les niveaux de sévérité moyens et les caractéristiques politiques de la population. Mais si ça se trouve, ce qu'ils apprennent, c'est juste la norme au sein de la juridiction. Un truc complètement entre juges. Il y a des endroits où les juges sont sévères, des endroits où les juges ne sont pas sévères. Ça n'a rien à voir avec le reste de la population. Et c'est juste un truc qui perdure, qui se pérennise de génération de juges en génération de juges. Ou peut-être qu'ils réellement ils prennent en compte les aspirations de la population locale. Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ils apprennent un truc. Et la dernière chose qu'on a regardée, c'était mon grand œuvre de thèse, c'est l'effet des médias. Alors, l'effet des médias, ce qui nous a intéressé ici, ce n'est pas l'effet de la médiatisation d'un crime sur le jugement de ce crime. Ce qui nous a intéressé ici, c'est l'effet du contexte médiatique. D'ailleurs, le fait d'être jugé dans un contexte qui vous est défavorable, a priori, ou qui vous est favorable a priori. L'exemple hyper célèbre, c'est l'affaire du pull au vert rouge, l'affaire de Patrick Henry, qui éclate, et un mois après le début de cette affaire-là, il y a Christian Ranucci, qui est aussi infanticide, qui est jugé, et Christian Ranucci est l'avant-dernier condamné à mort, non gracié par Giscard, etc. etc. Et c'est une anecdote qui marche bien pour introduire le truc, mais c'est pas très systématique.
Et moi j'aime bien quand c'est systématique. Et du coup, ce qu'on a regardé là, alors c'est pour les crimes, c'est un truc qu'on a fait avec les... parce qu'on arrivait vraiment très bien à savoir quand la décision était prise en fait avec les crimes. La décision en matière criminelle, elle est prise dans la foulée des audiences, alors qu'il n'y a pas de problème de mise en délibéré où on ne sait pas exactement quand est-ce que le magistrat a rendu sa décision. Et donc là, on a récupéré les données de l'INA, enfin de l'INATEC à la Bibliothèque nationale de France, qui nous met une série de mots décrivant chacun des reportages des JT de TF1 et de France 2. Donc on a pris 2006-2010, les deux inclus. Et pour ces années-là, on sait donc chaque jour s'il y a un reportage ou plusieurs reportages concernant la criminalité. Et on a aussi regardé les erreurs judiciaires. Alors les erreurs judiciaires, il n'y en a qu'une sur cette période-là, c'est Outreau, hein, mais Outreau a plusieurs répliques, c'est-à-dire qu'il y a le premier procès Outreau, le deuxième procès Outreau, la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Outreau, etc., etc. Donc ça fait l'actualité de manière ponctuelle, massive à certains moments. Et des crimes, bon, il y en a tout le temps. Globalement, c'est médiatisé dès qu'il n'y a pas grand-chose d'autre pour remplir le JT. Et du coup, on compare les gens qui sont jugés... Alors pardon, j'ai oublié de le dire, mais on s'est intéressé aux faits divers criminels. Évidemment, si vous restreignez pas aux faits divers criminels, vous avez demain un verdict dans l'affaire Fofana. Fofana, il prend une peine très lourde et il est médiatisé, mais c'est parce qu'il est médiatisé, enfin parce que l'affaire est très grave, qu'il prend une peine très lourde et qu'il est médiatisé. Nous, ce qui nous intéressait, c'était hier, une joggeuse a été trucidée au bois de Boulogne, et le lendemain, il y a un type qui arrive en assise pour un truc qui n'a strictement rien à voir à l'autre bout de la France, mais quand même, il est jugé dans un contexte où il y a une émotion particulière liée à un fait divers, par rapport à celui qui va être jugé la semaine d'après et qui va être au milieu de la finale de la Ligue des Champions, et où globalement, c'est ça qui a saturé l'espace médiatique. J'ai oublié de le préciser, mais à l'époque, 2006-2010, on a à peu près 12 millions de personnes qui regardent le JT tous les soirs. Donc on a quand même... on a pris ça parce que c'était représentatif de l'état d'information de la population en général à cette époque-là. Voilà ce qu'on trouve. Alors du coup, ce qu'on a fait ici, à chaque fois, j'ai présenté... donc en gris, c'est vraiment l'expérience naturelle en elle-même, hein, où là, on voit les gens qui sont... Donc là encore, l'échelle est tronquée, hein, on est entre 9 et 10 ans, puisque c'est des peines d'assises. Les gens qui sont jugés, qui sont condamnés le lendemain d'un fait divers, pas de fait divers criminel à la télé, ceux qui sont condamnés le lendemain d'un fait divers criminel, ceux qui sont condamnés le lendemain de pas d'erreur judiciaire, ceux qui sont condamnés le lendemain d'une erreur judiciaire. À chaque fois, c'est statistiquement significatif entre les deux. En moyenne, les gens qui sont condamnés le lendemain d'un fait divers criminel prennent 3 mois de plus. Ceux qui sont condamnés le lendemain d'une erreur judiciaire, d'un reportage sur les erreurs judiciaires, sont condamnés à 2 mois et demi de moins. Et ça, c'est juste un test placebo, ce qu'on appelle un test placebo, c'est-à-dire qu'on a regardé la différence entre les peines de ceux qui sont jugés la veille d'un reportage sur le crime ou la veille de pas de reportage sur le crime. Et évidemment, on s'attend à ce qu'il ne se passe rien, puisqu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer au JT le lendemain. Et s'il s'était passé un truc, on aurait été inquiet. Et il ne se passe rien, donc on est content. En tant que chercheur, en tout cas. On ne trouve pas d'effet du correctionnel. Alors, nous, dans ce contexte-là, on a trouvé... On a tendance à dire que c'est plutôt un effet juré, parce qu'on peut zoomer sur les crimes commis par des mineurs et comparer ceux qui vont être jugés qui ont commis des crimes mais qui sont jugés par le tribunal pour enfants parce qu'ils ont moins de 16 ans, et ceux qui sont commis des crimes et qui sont jugés par la cour d'assises des mineurs parce qu'ils ont 16 ou 17 ans. Et là, on voit un effet du contexte médiatique dans le cas de la cour d'assises des mineurs, mais pas dans le cas du tribunal pour enfants, ce qui nous porte à croire que c'est possiblement plus lié au juré. Néanmoins, d'une part, l'effet semble plus gros sur les affaires de mœurs que sur les affaires de sang. Or, les affaires de mœurs sont quand même plus importantes à 16 et 17 ans qu'à 14 et 15 ans, ou à 14 et 15 ans, presque exclusivement, principalement des affaires de sang, pour des raisons biologiques assez évidentes du côté des auteurs. Et ensuite, il y a d'autres travaux depuis, pas dans la sphère pénale, mais dans le contentieux d'asile, où une chercheuse a montré avec les cours du droit d'asile en France que les jugements étaient... la probabilité d'être accepté
de voir sa demande d'asile acceptée était plus élevé le lendemain de la médiatisation du naufrage d'une embarcation de migrants et était moins élevé le lendemain d'un attentat, et en particulier pour les populations originaires de pays tels que la Syrie ou l'Afghanistan, pour les cas des attentats. Or, là, on a des contentieux qui sont complètement jugés exclusivement par des professionnels, donc ça semble être un phénomène qui ne fonctionne pas uniquement sur les jurés. Voilà, je m'arrête là. Oui, alors peut-être est-ce qu'il y a des questions qui vous amèneront peut-être à évoquer des points plus précis? Est-ce que ça suscite des questions? Moi, j'ai peut-être une question sur le corpus. En France, petit à petit, les données sont amenées à être ouvertes. Alors, à un moment, c'est posé la question de savoir si les magistrats pouvaient être identifiés. Et très clairement, il a été choisi que non. Il me semble que c'est une infraction pénale que d'identifier des magistrats et faire des statistiques là-dessus. Est-ce que c'est des données qui vous intéresseraient de pouvoir étudier plus précisément les décisions de justice de juridiction par juridiction? Est-ce qu'il y a des pays où vous vous dites qu'aux États-Unis, j'imagine qu'évidemment c'est quand même vous avez un corpus de données plus riche. Est-ce que vous n'êtes pas limité en France par les restrictions qu'il y a sur les données disponibles? Bah si, mais bien sûr. Enfin, alors effectivement, les États-Unis représentent une sorte je sais pas si c'est un Eldorado parce que c'est un peu flippant par certains côtés, mais en tout cas, c'est un peu l'extrême inverse, quoi. C'est-à-dire que il y a un contrôle des données là-dessus qui est nul. Enfin, c'est-à-dire que c'est considéré comme une sorte de droit du citoyen de savoir ce qui se passe. Et du coup, j'ai là, sur mon ordi, sans protection aucune, la totalité des décisions des cours fédérales, la totalité des décisions de Caroline du Nord, la totalité des décisions du district de la Nouvelle-Orléans, pour lesquelles j'ai les noms et prénoms des mises en cause, des avocats, des juges, des procureurs. Voilà, les statistiques ethniques de tout le monde. On connaît la vie des gens. Donc c'est un peu l'extrême inverse. Mais effectivement, en fait, un des trucs, c'est ce que j'ai évoqué en fait pour le cas de l'effet d'avoir passé du temps en détention provisoire sur la condamnation. Pour étudier ça, ce qu'on fait, c'est qu'on compare des magistrats qui sont plus ou moins sévères ou plus ou moins prompts à placer les gens en détention provisoire. Ça, c'est une stratégie qu'on utilise énormément dans cette littérature. Il y a beaucoup de papiers qui s'intéressent, qui utilisent le fait que les magistrats ne se comportent pas tous de la même façon, que les dossiers sont attribués aléatoirement aux uns et aux autres, sous certaines conditions, etc., dans certains contextes, et que ça nous donne une source de variabilité qui crée plein d'expériences naturelles qui nous permet de répondre à plein de questions. Quel est l'effet de passer plus de temps en prison sur la récidive, par exemple? C'est dur à savoir, les gens qui passent plus de temps en détention, en général, ils ont des caractéristiques différentes, ils ont fait des trucs plus graves, etc. Mais on peut comparer celui qui est tombé sur un magistrat tabure, celui qui est tombé sur un magistrat plutôt cool. Sauf que pour faire ça, et ça permet de creuser toutes ces questions. Et pour faire ça, il faut l'identité du magistrat. Enfin, savoir comment il s'appelle, je m'en fous complètement. Mais avoir un numéro qui me permette de l'identifier, de le retrouver et de calculer son niveau de sévérité moyen dans les autres cas, ça m'intéresse. Tout ce que j'ai montré sur l'effet des normes sociales, des normes locales, pardon, en regardant les rotations des juges, j'ai besoin de savoir qui sont les juges pour ça. Alors effectivement, en France, c'est a priori interdit. C'est pas super clair. J'imagine que si moi je le faisais, je suis pas sûr que je prendrais un procès, mais juste les données, elles existent que à la DSJ. La DSJ elle veut pas les filer, et donc si on veut pas faire ça, il faut scraper le journal officiel, et ça donnera que la composition des cours. Ça donnera pas qui a rendu la décision. Donc on va probablement faire ça, mais c'est un travail plus compliqué, mais effectivement c'est une donnée qu'on aimerait bien avoir, quoi, qui améliorerait. Vous parlez du nom des juges, c'est ça? Ouais. Parce que maintenant il y a des bases de données en ligne, notamment Papers Justice, sur lesquelles, à ma connaissance, je crois que les noms des juges figurent sur les décisions. Après, je sais pas si Mais alors, sauf erreur de ma part, c'est sur un petit nombre de décisions et pas de manière systématique comme ça. ça a vocation à devenir systématique. Oui. Si c'est accessible à un endroit, c'est récupérable. Faut savoir coder un peu, mais ça, a priori c'est faisable. Mais maintenant il y a des outils quand même qui permettent de systématiser ce genre de trucs pas mal. Mais
mais oui, enfin, mais c'est le genre d'information qu'on aimerait bien avoir. Après, là, il s'ouvre de plus en plus. Après, le ministère de la Justice, c'est un endroit où il y a essentiellement des juristes, beaucoup de magistrats, des gens qui ne sont pas exagérément ouverts à des approches quantitatives, des endroits où les stats ne sont pas considérés comme un truc particulièrement noble. Et ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que c'est peu exposé. Les inconvénients, c'est que du coup, c'est dans des bureaux machin au fin fond du ministère, avec des agents qui peuvent rester très très longtemps, et du coup, ça devient des trucs très interpersonnels, quoi. Donc, j'ai cherché à avoir les données de l'administration pénitentiaire pendant très longtemps. Il y avait une personne qui gérait les stats pendant 20 ans. Et cette personne, elle ne m'aimait pas, et du coup, je ne les avais pas. Et cette personne est partie, et il y a un pote de master qui est arrivé, et maintenant, j'ai accès à tous les mouvements de toute la France depuis 6 ans, et qu'on commence à explorer depuis quelques mois. Et du coup, ce qui a un côté très injuste, quoi. Enfin, moi, je suis ravi d'avoir ces données. Elles sont hyper intéressantes en termes de ce qui se passe en détention, de qui est avec qui, quel effet ça a, qui vous rencontrez, etc. Donc j'ai du grain à moudre pour quelques mois ou quelques années, mais ça fait un truc qui est quand même pas très sain, quoi, d'avoir ce truc très interpersonnel, quoi. Une autre question que j'avais, c'était sur la réception de votre travail. Avec, bon, d'une part, il y a une question un peu à 1 million, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de chance, c'est-à-dire que vous travaillez sur un corpus qui est important, vous pouvez faire des généralités. Nous, on a une difficulté, c'est qu'on est toujours confronté à un cas particulier. Donc c'est une question, je pense que c'est une question qui se pose à nous, quoi, à laquelle on doit réfléchir, c'est comment est-ce qu'on peut mobiliser votre travail dans des dossiers, comment est-ce qu'on peut mobiliser ces connaissances-là. Et donc la première question, c'est est-ce que vous avez des exemples d'utilisation judiciaire de données scientifiques qui vous viennent à l'esprit, qui peuvent être intéressantes. Et puis la réception, je sais que vous avez présenté votre ouvrage devant des magistrats à 2 reprises. Comment est-ce qu'ils ont reçu vos travaux? Alors, pour commencer par la deuxième, parce que c'est la plus facile, effectivement, j'ai été invité à l'ENM l'an dernier. J'ai été réinvité cette année, donc ça doit être que j'ai pas trop dit de bêtises l'an dernier ou qu'ils m'ont pas trop détesté. Et globalement, la réception est plutôt bonne. Enfin, les magistrats sont plutôt contents. Enfin, il y a eu une recension de l'ouvrage dans la revue de l'USM qui était plutôt positive. Donc globalement, ils ont l'air plutôt contents. Ça les amène à réfléchir à leur pratique, c'est-à-dire de se dire il y a peut-être un problème avec la détention provisoire, la maison de juge, vous avez une détention provisoire, est-ce qu'il faut peut-être qu'on corrige ça? Est-ce qu'ils embrayent sur une modification des pratiques ou ils en restent au niveau du savoir théorique? Bah ça je sais pas, parce que moi en général je suis quand même quand je fais ces présentations là c'est un peu comme ici, quoi. Enfin, je présente aux gens, je sais pas trop ce qu'il en reste après. Certains m'ont dit que ça leur faisait voir les choses un peu différemment dans certains cas, mais j'en sais pas beaucoup plus que ça. Après, est-ce qu'on a des exemples de... Enfin, d'une certaine manière, moi j'ai un peu le côté, je pose ça là, débrouillez-vous, quoi. Du coup, je sais pas très bien. Mais oui, il y a des exemples de modification des comportements. C'est ce que j'évoque un peu à la fin en conclusion, et je crois dire que je l'ai mis là. Mais ouais, pas vraiment. Mais en fait, on a des cas de modification des comportements dans des situations de jugement. Alors, on en a dans des cas de situation de jugement en matière pénale. J'en connais qu'un qui a été documenté, mais et qui est en sens inverse, mais c'est un gros programme aux États-Unis qui s'appelle le programme Manet, ou Maneux, je sais pas, qui était une formation qui a duré pendant 20 ans, un truc en Floride dans un grand hôtel avec des cours donnés par Gary Becker et ses copains, Gary Becker c'est au petit diptérien, mais tout ce qu'on appelle l'école de Chicago en économie, ce qui est généralement pas très positivement vu en dehors du monde économique, des gens qui étaient des brillants théoriciens, mais avec des visions assez très pro-marché, très pro-dissuasion, etc. Et donc ces gens-là donnaient des cours à des magistrats qui étaient formés par paquet de je sais pas combien, de 20, 30, tous les ans. Et ça, on peut documenter que les types qui ont été formés par le programme Manet, après, se mettaient à avoir des décisions qui étaient plus fréquemment
qui donnaient plus fréquemment tort à l'État fédéral, des peines qui étaient plus lourdes, des décisions plus pro-marché d'une manière générale, etc., etc. Donc on a vraiment ici des gens qui ont été affectés par leur présentation. Ensuite, une partie, notamment toute la deuxième partie sur les biais, l'idée c'est quand même de dire, et ça c'est documenté dans plein de contextes, dire que plus on présente la littérature sur les biais, plus les gens peuvent s'en prémunir. Qu'on est tous affectés par des biais, et il n'est pas pensable de ne plus l'être, mais que néanmoins, plus on est conscient de leur existence, plus on peut s'en prémunir. L'exemple le plus célèbre, même s'il est anecdotique dans son application, mais il y a un papier il y a une dizaine d'années qui a montré que le nombre de fautes sifflées à l'encontre des joueurs noirs américains dans les matchs de NBA était il y avait plus de fautes sifflées à leur encontre quand les juges, les référés, les arbitres étaient blancs. Quand toute l'équipe, quand tout le corps arbitral était blanc, il y avait plus de fautes sifflées contre les joueurs noirs américains que quand il n'y avait que 3 sur 4, ou que 2 sur 4, ou que 1 sur 4, etc. Et cet article a eu un retentissement considérable aux États-Unis. Il a fait la première page du New York Times. La fédération états-unienne de basket s'est entourée d'une armée d'avocats pour dire que c'était vraiment une étude toute pourrie, parce qu'ils avaient un peur d'un risque contentieux, vu que c'est quand même un univers qui brasse pas mal d'argent, etc. Et les auteurs de cette étude se sont amusés à à récolter les données après la forte médiatisation de ce papier-là, sur les années qu'on suivi, et ils ont montré que le biais racial s'était complètement résorbé. Probablement parce que c'était un biais inconscient, parce que la NBA n'avait mis en place évidemment aucune formation de quoi que ce soit, ils avaient juste dit ça n'existe pas, ça n'est pas vrai, et que dans la pratique, les référés, les arbitres étaient probablement pas des gens qui avaient envie de discriminer les Noirs. Ils le faisaient inconsciemment, parce qu'ils vivent dans une société racialisée, etc. Et qu'une fois qu'on leur mettait sous le nez, les gars, vous avez un problème, ils se mettaient à le résorber. J'ai fait avec une co-auteure, dans un contexte là encore complètement différent, mais un peu la même expérience, où on est allé à Sciences Po. Alors Sciences Po, vous le savez peut-être, mais il y a 7 campus à Sciences Po Paris. Un peu partout. Il y a Sciences Po Paris où tout le monde fait sa 4e et sa 5e année, et puis les 2 premières années, il y a Poitiers, Nancy, je sais pas quoi. Et du coup, ma co-autrice avait déjà un papier montrant que dans les évaluations des enseignants, les femmes enseignantes étaient moins bien notées que les hommes enseignants, même conditionnellement aux résultats des élèves au test final. C'est-à-dire que le test final, il est commun à tous, il est corrigé par n'importe qui, donc il est a priori une mesure relativement extérieure, en tout cas, de la qualité de ce qu'ils ont appris pendant le truc. En plus, les groupes sont faits par tirage complètement aléatoirement avant l'année scolaire. Et même conditionnellement à ça, les femmes chargées de TD étaient moins bien notées que les hommes chargés de TD. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'ensemble des campus à Sciences Po. Dans certains campus, on n'a rien fait. Dans d'autres campus, on a attendu qu'un certain nombre d'évaluations soient faites. Et puis, on a envoyé un mail à ceux qui ne l'avaient pas encore fait en disant, en cette période d'évaluation, je vous rappelle que c'est pas bien de discriminer sur la base du genre, de l'origine ethnique, etc. Et dans un dernier groupe, on a envoyé un message. Pareil, on a laissé quelques évaluations être faites. Puis, on a envoyé un message leur disant, en cette période d'évaluation, on vous rappelle que c'est pas bien de discriminer sur la base du genre et de l'origine ethnique. Et par ailleurs, on voudrait attirer votre attention sur ces résultats obtenus à Sciences Po, montrant que les étudiants comme vous, aux mêmes étapes de leur carrière, ont tendance à discriminer les femmes, etc. Et dans le papier, on voit que l'écart de genre qu'on observe avant se résorbe complètement après l'envoi de l'email. Et c'était en particulier les garçons qui avaient tendance à discriminer les femmes profs. On est obligé de dire garçons et filles versus hommes-femmes pour séparer qui sont les profs et qui sont les élèves, et qu'on résorbe presque totalement le biais. Donc en fait, ça c'était un peu l'idée de... La façon dont on peut le voir d'une certaine manière, c'est qu'il y a des choses qui sont différentes parce qu'elles sont assumées et parce que les gens sont contents de ça. Typiquement, les différences géographiques... moi, j'ai pas d'avis. On peut dire la même chose pour est-ce qu'il faut que les sanctions soient les mêmes quand la prison quand il y a des places en prison versus quand il y en a pas. Il y a un discours qui dit oui, il faut qu'elle le soit parce que c'est une question d'égalité devant la loi sur le territoire. Et il y a un autre discours qui dit vous imposez littéralement pas la même souffrance à un individu si vous le mettez dans une prison pourrie que dans une prison moderne. J'ai un avis là-dessus, mais en tant que chercheur, j'ai pas spécialement de trucs à dire là-dessus. Mais en tout cas, on peut essayer de les documenter et ensuite dire, il y a ce qui va relever du biais inconscient. Dans ce cas-là, voilà, vous le savez, et donc vous pouvez y réagir. Et il y a ce qui relève du choix assumé. Dans ce cas-là, ok, très bien. Vous pouvez continuer comme ça, quoi.
typiquement, le truc sur les anniversaires, quand je les montrais à des juges, ça les a plutôt fait marrer et ils n'avaient pas l'air de vouloir absolument changer ça, quoi. Enfin, ça avait l'air d'être une sorte de petit truc rigolo, sympathique. Quand je leur montre que quand même les écarts de genre dans la justice pénale sont assez conséquents et assez difficilement justifiables, après ils peuvent soit c'est conscient et ils se disent bah oui, les femmes c'est faible et gentil et donc il faut continuer à les punir moins sévèrement, soit c'est pas conscient et ils se disent ok, peut-être je suis un peu je peux essayer mais ça après c'est un peu plus moi qui décide, quoi. Mais, je voulais juste dire un truc avant, si vous avez éventuellement des questions, je suis très content de les prendre, mais je voulais juste dire un truc que j'ai pas dit, mais j'y pense parce que c'est le point 3 là. Il y a un truc que j'essaye de dire dans le bouquin. Le bouquin présente pas mal de résultats. Et l'impression que j'ai de mon propre travail, c'est que je ne dis littéralement rien de surprenant. Que je ne crois pas dire à un moment un truc où les gens vont se dire « j'y avais jamais pensé, c'est vraiment, ça change la façon de voir le monde ». Mais je pense que si je disais exactement l'inverse de tout ce que je dis dans mon bouquin, il n'y aurait pas grand-chose de surprenant non plus. Et qu'en fait, la quasi-totalité des résultats peut se regarder dans un sens ou dans un autre et est très facile à rationaliser a posteriori. Et que en fait, mon travail, c'est d'essayer de dire ok, il y a ces idées-là qui vont dans un sens et dans un autre. Les juges, ils se comportent de la même façon partout parce qu'ils ont une habitude d'être homogènes sur le territoire. Ou bah oui, évidemment, on prend en compte les circonstances locales. Deux discours a priori s'entendent, quoi. Et une fois qu'on a trouvé le résultat, on peut dire bah oui, c'est logique parce que. Mais du coup, j'essaye de mettre en garde d'une certaine manière en disant bah oui, rationaliser a posteriori en disant c'était évident, c'est toujours assez facile parce qu'il y a pas mal d'idées qui circulent et qu'on peut toujours le faire. L'exemple le plus évident que j'ai de ça, c'est quand j'ai bossé donc sur l'effet des médias sur les décisions de justice. J'ai commencé en me plantant dans mon code parce que ma vie c'est de faire des stats, hein, et donc du code statistique quand même en bonne partie. Et je trouvais un effet en correctionnel et pas d'effet en assise. Et j'en ai parlé au ministère de la Justice et j'ai un magistrat qui m'a dit bah ouais, ça m'étonne pas, les assises c'est de la justice qui prend le temps, on a le temps de rentrer dans le détail des choses, le correctionnel c'est de l'abattage, on prend des mauvaises décisions, on juge en 20 minutes, etc. etc. Le résultat avait complètement du sens, ça a été complètement rationalisable et ça avait du sens de dire ça. Enfin, et ensuite, j'ai trouvé que je m'étais planté, j'ai trouvé les résultats inverses, etc. Et un autre magistrat m'a dit bah oui, c'est évident, les jurés, c'est des truffes, ils comprennent rien, il faut tout leur expliquer, et du coup, c'est random. Et voilà, c'est juste une illustration de. C'est facile de rationaliser a posteriori, et du coup, voilà, j'ai pas prétention de dire un truc qui est surprenant en soi, mais ça me semble pas être problématique de ne pas dire quelque chose de surprenant, pour le dire autrement. Voilà. Il y a pas mal de projets. Bah, déjà, il y a eu le déploiement de Cassiopée au cours des dernières années qui améliore considérablement l'information dont on dispose sur les décisions de justice. L'État 4001, normalement, est abandonné de manière à ce que ça matche parfaitement la NATINF, donc la classification juridique. Donc oui, il y a un développement de ça. En revanche, il y a, et je ne sais pas si c'est par ignorance ou par volonté, mais il y a un peu ce truc de, on veut avoir des bons chiffres. Et c'est un truc j'ai fait quelques réunions comme ça au ministère de la Justice avec les services producteurs de stats et les juridictions, etc. Et il y avait une sorte de quels sont vos besoins et il y avait toujours des besoins et les besoins étaient toujours infinis, quoi. C'est-à-dire que les stats étaient jamais suffisamment détaillés et il y avait toujours un chef de juridiction qui voulait le truc spécifique sur le résultat, sur le nombre d'affaires de type machin, etc. Et donc il y a cette espèce de course de fuite en avant, de se dire on va pouvoir trouver un bon chiffre qui va représenter une réalité qui nous intéresse et qui va documenter exactement ce qu'on veut savoir. Et ça se retrouve dans les questions des parlementaires. Enfin, c'est-à-dire que les services stats, ils passent leur temps à répondre à des questions parlementaires sur exactement quel est le chiffre du nombre de machins. Et généralement, ça apporte pas grand-chose. Enfin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les ordres de grandeur, ça donne aucune idée du mécanisme, ça donne aucune. Enfin, et donc c'est pas super intéressant en fait. Ce dont on
a plutôt besoin, c'est d'essayer d'avoir des méthodes qui permettent de trouver des chaînes causales, enfin de faire émerger des chaînes causales au sein de ces trucs-là. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir des trucs qui sont un peu plus expérimentés avant de les mettre en application comme des bourrins partout sur le territoire. Enfin, un des trucs, alors je dis, on va être honnête, je dis quand même plutôt pas mal de mal de Nicolas Sarkozy dans ce bouquin, mais un des trucs assez formidables qu'il ait fait, pour des très mauvaises raisons, mais il se trouve que c'est quand même formidable, c'est qu'en 2011, il a introduit des jurés dans les tribunaux correctionnels des ressorts des cours d'appel de Toulouse et de Dijon. Et qu'il l'a fait à titre expérimental. C'est-à-dire que littéralement, il a pris 2 endroits sur le territoire, enfin ils ont pris 2 endroits sur le territoire, ils ont mis ça en place, pas dans le reste. Alors, probablement pour des raisons budgétaires, probablement parce que la magistrature était vent debout contre ça, et ils allaient probablement dans cette direction juste parce qu'ils pensaient que les gens voulaient plus de sévérité et que ça allait augmenter les peines. N'empêche que ça a été fait à titre expérimental et que maintenant, si on se pose la question de savoir si les gens, quand ils sont mis en situation, les vrais gens, là, l'homme de la rue, par rapport à ces méchants juges, si vraiment il prend des décisions différentes de celles des magistrats professionnels, on a un truc solide sur lequel se baser. Il y a des cas où on peut comparer à un instant donné, dans des localités données, des décisions prises par des magistrats professionnels et des jurés, et on peut les comparer à ce qui se faisait avant dans la même juridiction quand il n'y avait que des professionnels, ce qui se passait après quand il n'y avait que des professionnels, et ce qui se passait ailleurs où il n'y avait que des professionnels, et voir si ça a effectivement divergé, et constater que absolument rien ne s'est passé, donc que manifestement les gens quand ils sont mis en situation, enfin les gens tirés au sort hors de la magistrature, ne semblent pas avoir des volontés radicalement différentes de celles de la magistrature, et du coup ils ont abandonné ce dispositif-là, là encore probablement pour des raisons de c'était l'ancienne majorité, on les aime pas, donc on arrête ce qu'ils font, mais on peut aussi dire que ça avait du sens de l'arrêter puisqu'on avait constaté que ça changeait pas grand-chose et que ça alourdissait considérablement toute la procédure, etc. Et à mon sens, c'est un peu le genre de démarche quand même qui aurait un intérêt. J'ai essayé de leur vendre à une époque l'idée d'avoir des trucs de prédiction pour les magistrats, enfin d'essayer de voir ce que ça donnerait si on donnait aux magistrats, aux parquetiers ou aux juges du siège un outil qui soit pas normatif, mais qui leur dit juste ok, si je rentre les caractéristiques de mon cas, quelle est la peine moyenne en France pour ça, ou dans quel écart, juste pour que les gens soient au courant de ce qui se passe ailleurs et que ça permette éventuellement d'harmoniser sans avoir la lourdeur des... Ce serait un peu une idée genre sentencing guidelines, sauf que d'une part on peut faire maintenant avec les outils modernes des trucs beaucoup plus précis que juste les grilles à double entrée qui faisaient, et de manière non contraignante, mais juste pour essayer d'harmoniser. Globalement, les gens avaient l'air de trouver ça intéressant, mais d'ici à ce que ça se mette en place, si un jour on y arrive, ce sera dans 10 ans, etc. Mais globalement, il y en a quand même de plus en plus, et les gens, j'ai l'impression qu'ils se rendent un peu compte que ça peut être utile. Mais... Juste une petite question. Personne ici n'a des véhicules GF 162 QF. Ça fait vraiment annonce de supermarché impersonnel. Mais en fait, vous intervenez dans un champ qui est quand même traversé par des représentations sociales qui sont quand même extrêmement lourdes, extrêmement fortes. Et pour un peu poursuivre la réflexion qui était faite, c'est quand même que ce qui est étonnant, c'est qu'on tire peu de conclusions des statistiques qui existent. C'est-à-dire qu'il me semble quand même que on sait que l'incarcération ne produit pas d'effet sur la récidive ou à la limite produit un effet contre-productif, et pourtant elle continue d'être la référence. Donc est-ce que c'est pas quand même source d'étonnement pour vous d'intervenir dans un champ où vous produisez du savoir qui finalement est combattu de plein front par des discours à visée politique très clairs, mais finalement en parfaite contradiction. Alors non, ça me semble pas très... ça me semble pas très surprenant. Il y a plusieurs éléments, mais il y en a un qui est que tout le monde a une capacité de concentration, de lecture et d'apprentissage limité, et que la production de savoir est quand même assez considérable, et que du coup on peut pas s'attendre à ce que le savoir soit intégral, soit directement appliqué, etc. Donc je vois, j'ai quand même l'impression, vu que je suis pas intellectuel médiatique passant sur des plateaux de télé tous les 3 jours, mon rôle il est quand même essentiellement de former des gens qui auront des responsabilités dans 20 ans et qui seront en retard par rapport à la connaissance de leur temps, mais en phase avec la connaissance de notre temps, de la même manière que moi qui suis économiste peux voir que la grosse majorité des gens qui parlent de politique économique à la télé sont des gens qui ont été formés il y a 20 ans et qui peuvent encore dire les économistes sont des types qui prennent les gens pour des gens
ultra rationnels en faisant des modèles de rationalité, ils sont vraiment complètement cons ces gens. Ben non, l'économie fait plus ça depuis 30 ans, mais c'était le cas effectivement à l'époque où Jacques Attali a été formé. Manifestement, il n'a plus jamais rien lu de sa vie depuis, et du coup, il raconte absolument n'importe quoi. Mais il y a une certaine, c'est un peu dans l'ordre des choses, quoi, d'une certaine manière. Après, il y a aussi que le savoir est rarement unidirectionnel. Enfin, c'est-à-dire que sur la question de ce que ça fait de mettre des gens en prison. Bah, typiquement, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que mettre des gens en prison, ça a un effet électoral déjà assez clair. Enfin, ça marche plutôt bien électoralement. Ensuite, ça diminue la criminalité par incapacitation, de manière mécanique, de manière très coûteuse, mais n'empêche que si vous mettez les gens entre quatre murs, ils récidivent moins dans la période où ils sont entre quatre murs. Et ça a un effet dissuasif qui peut être documenté dans certains cas exceptionnels et assez particuliers, mais n'empêche existant, même si c'est rare, généralement pas très efficace en termes de politique publique quand on le ramène au coût que ça a, mais n'empêche que ça peut éventuellement marcher. Et ça peut également réhabiliter les gens, là encore dans des contextes très spécifiques, sous des conditions assez drastiques, etc. etc. Mais c'est des littératures vastes dans lesquelles on peut toujours, en prenant un seul papier, le tirer dans un sens ou dans un autre, quoi. Enfin, typiquement aux États-Unis, où ils ont beaucoup travaillé ces questions de ce que ça fait de passer du temps en prison, les derniers travaux disent que ça ne fait juste rien. Qu'en fait, ce qui fait un truc, c'est d'être condamné. Et être condamné, ça augmente considérablement les risques de récidive, parce que le casier étant totalement ouvert aux États-Unis, ça diminue considérablement vos chances d'avoir un logement, d'avoir un boulot, etc. Et que ça, c'est un stigmate qui vous suit toute votre vie, et que ça, c'est catastrophique. Qu'en revanche, ajouter à ça le fait de faire de la prison ou pas, finalement, ça a peu d'impact sur la carrière suivante du GUS. En revanche, aux Pays-Bas, ils ont fait des trucs où ils prenaient des gens qui avaient des casiers longs comme le bras, plutôt liés à la très grande marginalité, type SDF, etc. Ils ont mis en place un programme où ils se sont mis à les mettre en prison pour une durée relativement longue, lors de 6-9 mois, avec un programme d'accompagnement, etc. Bon, ça marchait très bien, ça faisait clairement diminuer la récidive de ces gens-là. Mais c'était un programme assez particulier, avec, etc. Donc voilà, on peut toujours... et c'est un peu pareil pour moi, ce que je peux raconter. Il y a toujours des trucs qui sont... Et à la fin, ça reste un choix politique qui peut aller dans un sens ou dans un autre selon les préférences des gens. Mais... Enfin voilà, c'est une réponse convolutive de la question. Mais... Ouais. Alors, deux réponses. Au sens strict de votre question, non, parce que j'ai jamais eu les données sur ça. Néanmoins, le copain à l'administration pénitentiaire que j'ai évoqué il y a 2 secondes, on est là-dessus, mais sur le volet administration pénitentiaire, et plutôt sur le volet la mise en application de l'autre volet qui était les remises de peine, pas les remises de peine, l'aménagement normalement de plein droit aux 2 tiers de peine, et en essayant de comparer les gens. En revanche, j'ai fait la même chose en fait avec la loi pénitentiaire de 2009, où là on voit que ça affecte les gens, ça affecte les jugements. C'est-à-dire que là encore je suis resté sur la partie jugement. Et en 2009, ce qui se passe, c'est que le seuil d'aménagement passe de 1 à 2 ans pour les primo-délinquants, pour tous les non-récidivistes, et il reste à 1 an pour les récidivistes. Et voilà, c'est ce qu'on voit là. En gros, les peines comprises entre 1 et 2 ans se mettent à fortement augmenter après la réforme, parce que les magistrats ont plus de mou et peuvent renvoyer ça, et on ne voit pas d'évolution pour les récidivistes, pour qui rien n'a changé. Donc manifestement, la possibilité d'aménager en aval est prise en compte par les magistrats du siège au moment de la première décision. Ce qui est un peu problématique, parce qu'effectivement ça fait que plus on augmente les seuils d'aménagement, plus potentiellement on peut aménager, mais plus on libère les magistrats pour mettre des peines potentiellement plus lourdes, et donc on a 2 effets qui vont en sens opposé sur l'incarcération. Ce que vous racontez, c'est l'effet symétrique de ça, et dans lequel vous dites l'effet diminution de la peine domine l'effet facilitation des aménagements qu'il y a eu au même moment. Mais ouais.
Je sais pas. Il y a des gens qui essayent de bosser sur en fait, vous pouvez le voir j'ai des collègues là encore c'est aux États-Unis, hein, mais qui regardaient cette idée on a deux types de décisions, une qui est conda, pas conda, et l'autre qui est prison, pas prison. Dans le contexte états-unien, on peut partir du principe qu'il y a plus ou moins qu'une seule peine, même s'il y a de l'approbation quand même. Et ça, on peut le modéliser, enfin on peut le penser de trois façons. Soit il y a une sorte de décision phasique, est-ce qu'il est coupable, oui, non, puis est-ce que je le mets en prison, oui, non. On peut le penser comme une décision unique en fait, où il y aurait une sorte de seuil et je le mets sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 80, il est coupable, enfin il est condamné avec de la prison. Au-dessus de 60, il est juste condamné mais sans prison. Et en dessous de 60, il n'a rien. Ou on peut le voir comme deux trucs, deux décisions prises concomitamment et répondant à des logiques différentes et dans lesquelles tout peut varier et qui sont vraiment optimisés avec leurs propres critères l'une et l'autre. Et ça semble plutôt être cette troisième catégorie-là. Donc ça semble pas juste être les deux étant coordonnés d'une certaine manière, mais une décision unique à la fin, mais fruit de deux processus de réflexion menés séparément. Mais c'est le seul travail que je connais de ce type-là, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus. Et sur quoi vous travaillez en ce moment, vous continuez le travail entamé là, ou est-ce que vous êtes parti sur autre chose? Je suis plutôt parti sur autre chose. Enfin, sur autre chose, c'est pas très très loin, mais j'utilise du coup j'ai commencé à utiliser Enfin, je fais deux choses. Enfin, il y a un truc qui est où on est allé, où on allait faire des enquêtes en prison, mais pas en France, en République tchèque, mais où on allait demander aux gens. Enfin, un truc qui m'intéresse pas mal. Donc, je m'intéresse aux décisions de justice et je m'intéresse aussi au comportement délinquant, donc aux raisons qui font que les gens se mettent à commettre des délits. Et un truc qui m'intéresse pas mal, c'est d'essayer de comprendre la compréhension que les gens ont de la loi. Et notamment parce que si on est dans une idée que la loi a un effet dissuasif, il faut pour cela que la loi soit un minimum connue. Et typiquement, les seuls effets dissuasifs qu'on voit avec les peines planchées, c'est des effets en deuxième rebond, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où la loi passe, elle n'a aucun effet dissuasif sur les récidivistes, alors même que les sanctions augmentent assez dramatiquement. En revanche, on peut documenter que ceux qui sont condamnés dans le cadre des peines planchées après la loi sur les peines planchées se mettent à moins récidiver et pas à faire moins de réitération. Ils se mettent à spécifiquement se calmer sur le type de contentieux qui est ciblé par la loi parce qu'ils l'ont apprise, mais ils l'ont apprise par la voie la plus violente qui soit. Et du coup, ça veut dire que l'effet, il est... Et on peut aussi documenter le fait que ça se propage très peu dans leur sphère, à leurs anciens co-condamnés ou à leurs anciens collègues. Et donc ça fait un effet final qui est lamentable, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on a une diminution de la troisième récidive, quoi, qui est un comportement qui est quand même peu fréquent en volume, et la diminution elle est de l'ordre de 10%, quoi. Donc une diminution de 10% d'un truc super marginal à la fin, ça fait un effet global de la réforme qui est extrêmement faible pour un coût monstrueux comme je l'évoquais avant. Mais et du coup on est allé en prison, essayer de demander à des gens ce qu'ils comprenaient de la loi, quelle était leur des questions du type, à votre avis, sur 100 personnes qui commettent des vols, combien vont être arrêtés? Sur 100 personnes qui commettent des vols, combien vont être envoyés en prison? Quelle est la peine moyenne pour tel type de truc, etc. etc. Et vous avez mentionné, c'était dans le cas français spécifiquement? Sur la récidive? Ouais. Sur les peines planchées, ouais. C'est-à-dire en plus avec un effet d'annonce qui était quand même pas négligeable. Avec un effet d'annonce qui était pourtant pas négligeable, effectivement, avec une loi qui était pas mal couverte. Mais ouais, je l'ai mis, je crois. Voilà. Est-ce que je l'ai montré à un endroit, ça? Je sais plus. Non, je l'ai pas mis. C'est juste dans le bouquin. Mais oui, avec pourtant une annonce qui était assez forte. Ouais. Mais c'est ce qu'on retrouve. La plupart des papiers qui trouvent un effet dissuasif de la loi, de l'augmentation de la sévérité de la loi, c'est des papiers sur les Three Strikes Law en Californie. Et je ne sais pas si vous connaissez les Three Strikes Law états-uniennes, enfin californiennes, parce que c'est les seuls à les avoir vraiment appliquées. Mais on est sur probablement les lois les plus répressives qui ont été votées en Occident depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a eu un moment en 98 des contentieux qui, d'un mois à l'autre, ont vu leur peine passer pas des contentieux, des types de comportements. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit la troisième condamnation pour un félonie, et des gens qui passaient d'une peine moyenne de 2 ans à une peine moyenne de 23 ans.
Donc avec un truc multiplié par 12, quoi. Vraiment quelque chose d'extrêmement répressif. Et aussi, alors ça je l'ai découvert qu'il y a quelques mois, alors que je connais ce papier depuis 10 ans, mais en fait, 3 strikes and you are out, c'est un truc de baseball qu'apparemment tout le monde connaît là-bas, et donc c'était un slogan qui marchait hyper bien. Bon, j'en ai jamais entendu parler, mais du coup, le slogan rendait le truc hyper facile à accrocher. Enfin, voilà, mais du coup là on est allé demander un peu, aller poser un peu des questions sur ce qu'ils connaissaient et essayer de regarder comment ça a évolué dans le temps de leur temps passé en prison. Mais sinon le principal truc sur lequel je bosse là maintenant c'est les données de l'administration pénitentiaire et l'idée de regarder je peux pas le montrer là, mais l'idée de regarder quel est l'effet des gens que vous rencontrez en prison sur votre probabilité de récidive. Donc en gros on regarde, j'ai pris les gens condamnés, les gens qui passent en prison moins de 2 ans entre 2016 et 2019. Et je regarde 1 an après leur sortie, quelle est leur probabilité d'avoir commis une atteinte aux biens, une atteinte aux personnes, un trafic de stupéfiants ou autre chose, en fonction du nombre de personnes qu'ils ont rencontrées en prison qui étaient condamnées pour trafic de stupéfiants, enfin pour atteinte à la propriété, atteinte aux personnes, atteinte à la législation sur les stupéfiants ou autre. Et là, on voit très clairement un truc qui émerge de manière massive, qui est que plus vous rencontrez de gens condamnés pour stup, plus vous avez de chances de commettre des stupes à la sortie. Et l'effet est assez gros quand même. Enfin, ça augmente de genre 10% par gus en plus rencontré. Et plus la proximité entre les deux personnes est grande, c'est-à-dire qu'ensuite on peut s'amuser à regarder les caractéristiques croisées des deux. On peut regarder combien j'ai rencontré de trafiquants de stupéfiants qui sont plus de 5 ans plus jeunes, plus de 5 ans plus vieux ou dans les mêmes 5 ans. Combien j'ai rencontré de mecs qui sont du même bled que moi, enfin de même commune d'habitation identique ou commune d'habitation différente, même origine, même nationalité. Donc là j'ai fait des paquets par nationalité parce que sinon on s'en sort plus, mais en gros français ou maghrébin ou sud-saharien, européen de l'Est, etc. Et je sais plus ce que j'ai fait d'autre, et là typiquement mec de la même commune pour stup, très très mauvais quoi. Enfin, la probabilité de faire un trafic de stupéfiants à la sortie devient considérablement plus élevée. Enfin voilà, c'est ce genre de truc là sur lequel je bosse maintenant et j'aimerais bien aussi regarder effet de surpopulation, effet du travail en détention, etc. Les données de l'administration pénitentiaire, personne ne les avait regardées et elles sont d'un point de vue stateux, elles sont assez incroyables quoi. Enfin, il y a vraiment l'intégralité de la vie des gens. Enfin, ils ont leur compte nominatif. Donc on sait tous les mouvements d'argent qu'ils ont, on sait tous les gens qui ont demandé des permis de visite, on sait si les gens maintiennent des liens familiaux, on sait s'ils travaillent, on sait s'ils ont des formations, on sait ce qu'ils ont fait, on sait s'ils reviennent, on sait qu'ils ont rencontré. Alors c'est un peu le foutoir, ça demande beaucoup de temps de machin, mais du coup ça fait quand même un truc assez riche à exploiter quoi. Et ça pour vous lire, il faudra vous lire en anglais dans un article a priori. Vraisemblablement, oui. Ouais. Non, je sais pas si je referais ça. C'était très marrant à faire, mais c'était très marrant à faire, donc peut-être que je le referais. Mais ça prend pas mal de temps et ça reste quand même des trucs où c'est gratifiant à l'échelle individuelle, mais ça reste quand même beaucoup d'énergie pour produire un truc qui est quand même très très pollué à la fin, qui a quand même des. C'était marrant, mais c'est des bouquins qui se vendent à j'ai dû en vendre 2000, j'en sais rien exactement parce qu'ils m'ont pas dit pour l'instant, mais ça fait quand même. C'est pas des polars. Enrichissez Philippe en lisant la fabrique des jugements, qui est, on a vraiment évoqué une toute petite partie de l'ouvrage qui est vraiment dense et qui se lit facilement. Il n'y a pas de formule mathématique, c'est vraiment facilement accessible, donc je vous le conseille. Et si vous n'avez pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier et bon courage pour la suite avec l'administration pénitentiaire. Ils sont très sympas ceux que je vois. C'est le bureau central, c'est la direction des études à l'administration. Donc, on a plutôt. C'est un ramassis de sociologues qui n'ont pas trouvé de poste et qui se sont fait recruter. Ils sont tous très, très cool, très intéressés. Ce qui est un peu un problème d'ailleurs. Il faudrait à un moment quand même que j'aille voir un peu des greffes de prison pour savoir vraiment comment est-ce qu'ils font l'allocation parce que ils ont des contraintes de travail un peu différentes. Bref. Merci d'être venu. Merci beaucoup.